Toute la classe passe un examen de force physique. Pour le réussir, tous ont acheté des stimulants au professeur, sauf notre personnage principal. Il n'a tout simplement pas les moyens de s'offrir ces stimulants coûteux. Lorsque l'examen commence, les autres parviennent à peine à faire 30 tractions avec les poids magiques au poignet. Ils font de leur mieux, mais c'est leur limite. Quand c'est au tour de notre personnage principal, le professeur décide de se venger de lui pour ne pas avoir acheté les stimulants et augmente le poids sur les bracelets magiques plusieurs fois. Mais cela n'arrête pas le personnage principal. Il fait facilement 100 tractions, humiliant tous les autres. Ils ne comprennent tout simplement pas comment ce loser fauché les a tous surpassés, et voici comment il a obtenu une telle force. Joken était un bon à rien criblé de dettes. La dernière chose qu'il a faite pour réparer sa vie désespérée a été d'invoquer un démon qui pourrait le rendre riche et puissant. Cependant, ce n'est pas comme ça que fonctionne un pacte avec le diable. Il l'apprend à ses dépens quand un éclair s'abat du ciel et met fin à sa vie pathétique sur le coup. Quelques instants plus tard, il se réveille avec un mal de tête car il a encore un projet important à terminer. Quand notre garçon regarde son reflet, il est complètement choqué par son propre visage. En regardant l'arbre blanc géant dans le ciel, il se demande ce qui se passe. C'est alors qu'un être mystérieux le félicite de l'avoir invoqué et lui accorde exactement 3 vœux. Cela le fait paniquer un instant, et il réalise finalement qu'il a été envoyé dans un autre monde. Au début, il pense qu'il est le protagoniste d'une histoire d'Isekai, et le livre flottant qui lui accorde 3 vœux est un coup de pouce en or. Pensant que 3 vœux c'est trop peu, il a une idée de génie et demande audacieusement 10 vœux comme première requête. En entendant cela, le livre démoniaque s'excite quand il réalise rapidement que ce n'est pas son invocateur d'origine. Le démon se transforme en sa véritable forme après avoir réalisé qu'une nouvelle âme est entrée dans le corps de Joe. Notre garçon est à la fois confus et mouille son pantalon après avoir vu le monstre qui lui dit qu'il a dévoré l'âme d'origine du corps et était censé le remplacer. Il réalise vite qu'il a été envoyé dans le mauvais monde. Il essaie de sortir de là aussi vite qu'il le peut. Pourtant, le démon claque des doigts et met instantanément le feu à son corps car même penser à violer le contrat le fera souffrir d'un châtiment infernal sans fin. Ses cris résonnent dans les rues, et le démon pense qu'il est temps de mettre fin à ses bêtises puisque le garçon était vraiment aussi pathétique qu'il le pensait. Juste à ce moment-là, notre protagoniste issu d'un milieu d'entreprise a une idée. Il prétend que cela ne compte pas comme une violation du contrat si la punition du démon l'empêche de faire sa part. En entendant un simple humain essayer de négocier avec lui, le démon est intrigué. Joe sourit, disant qu'il aurait déjà pris le contrôle de son corps par la force si cela avait été possible. Il affirme avec assurance que ce n'était rien de plus qu'un test de sa volonté, et il s'est montré plus que digne. Sa déclaration audacieuse fait craquer le démon, et il déclare qu'il est le premier humain à penser à faire un pacte avec le diable lui-même. Soudain, il a la chance de signer le contrat, et le démon accepte de lui donner un nouveau départ s'il réalise ne serait-ce qu'un de ses vœux. Cependant, le salaud fait aussi son premier vœu d'obtenir 1000 vœux supplémentaires. Le démon lui fait remarquer qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter puisqu'il est pratiquement mort sinon. Sans autre choix, il dit à son nouveau patron que le marché est conclu et signe le contrat avec sa propre âme en jeu. Le lendemain matin, il arrive enfin à son appartement, courant partout comme un toxicomane attaqué par des chiens toute la nuit. Son nouveau patron l'a laissé tomber juste après la fin du contrat, mais il décide de l'accepter puisqu'il est pratiquement un esclave de toute façon. En entrant dans l'appartement, il remarque que l'endroit est complètement délabré, et il n'y a personne à l'intérieur. Soudain, il ramasse une note de dette signée avec du sang et se demande ce qui ne va pas avec sa famille. À ce moment-là, il entend une voix forte derrière lui et reçoit un coup de batte de métal à l'arrière de la tête. L'intrus impoli lui crie dessus pour avoir ignoré ses appels, mais son partenaire lui dit de ne pas battre l'enfant à mort. Son copain l'avertit que le gamin pourrait être dangereux puisqu'il est un oracle. Confus et furieux, notre héros demande aux gars qui ils sont, et le blond répond poliment avec un coup de pied brutal dans sa poitrine, demandant où est sa sorcière inutile de mère. Puis le gars le rabaisse pour avoir une mère stupide qui s'épuise à essayer de rembourser les dettes de son fils bon à rien comme lui. Il s'amuse du fait que sa mère ne réalise pas qu'il sera toujours une ordure et qualifie à la fois lui et sa mère de gaspillage d'oxygène. Soudain, Joe se souvient de l'époque de son enfance où il a dit à sa mère qu'il ne voulait plus être un perdant. Il a vu un cauchemar où sa mère travaillait si dur qu'elle est morte d'épuisement et s'inquiétait au fond de lui que cela puisse arriver un jour. Quand il a demandé ce qui se passerait s'il ne s'éveillait pas en tant qu'oracle, sa mère a simplement dit au petit chêne d'arrêter de s'inquiéter. Elle a dit que même si le monde entier s'écroulait, elle serait toujours là pour lui et lui a dit d'avoir confiance en lui. De retour dans le présent, il s'énerve et lance un coup de poing à la vitesse de l'éclair au visage du blond sorti de nulle part. Pendant que le salaud est emporté, son partenaire entend un grand bruit et lui dit d'arrêter avant qu'il ne tue l'enfant, seulement pour voir son corps voler juste devant. Après que la poussière se soit dissipée, son visage est si mauvais que même la chirurgie plastique ne peut plus le réparer. Voyant cela, les deux autres fixent le changement soudain de son aura et pensent qu'il a eu une percée en temps réel. Pendant ce temps, notre garçon leur lance son regard le plus froid et dit aux salauds de fermer leur sale bouche. Décidant qu'ils doivent donner une leçon aux morveux de rang E, le voyou dit à Jean qu'il est temps de lui remettre les idées en place en lui cassant une jambe ou deux. Notre garçon comprend qu'il parle de son pouvoir et se dit qu'ils sont probablement d'un niveau supérieur à lui de toute façon.
Alors que Jun fait descendre son tuyau d'en haut, Joe le voit bouger au ralenti et saute hors du chemin avec facilité. Il apparaît ensuite juste derrière le gorille avec une douce touche de son genou sur le visage. Son coup de pied sauvage envoie l'imbécile voler. Après cela, son partenaire attaque par derrière tout en se demandant comment un simple rang peut être aussi agile. L'homme pense que Joe ne peut pas le voir, alors il vise à briser quelques côtes. Cependant, il se fait détruire sa propre cage thoracique par un coup de pied circulaire à la place. Alors qu'il est jeté comme les ordures de la nuit dernière, le gars ne peut pas croire ce qui se passe. L'homme implore notre garçon de lui pardonner car il n'est venu que sur les ordres de l'INU pour collecter l'argent du prêt. En entendant cela, il dit au prêteur sur gage de dire à son patron qu'il recevra son argent en temps voulu, donc il doit se détendre et sortir de sa vie. Les voyous frissonnent à ces mots et se dandinent rapidement par la porte d'entrée. Juste à ce moment-là, Joe demande au démon s'il est là, et Goldfinger est surpris que l'amateur ait pu sentir sa présence. Il répond qu'il a pu sentir son pouvoir monter en flèche à travers son corps, et le démon lui dit d'être reconnaissant pour l'aide. Notre garçon le flatte avec enthousiasme en l'appelant patron et dit qu'il n'a pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit s'il emprunte son pouvoir. Cela irrite le démon car un mortel paysan ne devrait même pas oser penser à manier le pouvoir qui pourrait facilement mettre fin à sa vie s'il l'utilisait au-delà de sa limite. Elle a été choquée d'entendre cela, et il demande au patron comment il peut accorder ses vœux s'il n'est pas assez fort. Goldfinger lui assure qu'il deviendra plus fort grâce aux récompenses, mais l'avertit d'oublier d'utiliser son pouvoir pour le moment. Notre héros est assez déçu en entendant cela, mais Goldfinger pense en lui-même qu'il est fou de voir à quel point il a bien manié son pouvoir. Cela lui fait se demander si Joe est secrètement son partenaire destiné. Après cela, il demande au patron son deuxième vœu et ce qu'il devrait faire ensuite, mais le démon lui dit simplement d'oublier et de faire ce qu'il veut pour le moment. En entendant cela, il soupire car il y a beaucoup de choses qu'il doit apprendre sur le nouveau monde, et il semble que son nouveau corps ne sera pas si utile. Il sort le téléphone de Joe pour avoir une meilleure idée de ce qu'était réellement la vie du garçon. Tout d'abord, il remarque qu'il n'a reçu aucun message ou appel de sa famille. Mais quand il ouvre le message de sa sœur, ce qu'il voit le laisse complètement sans voix. Elle lui a envoyé un message il y a un moment pour qu'il vienne le plus vite possible parce que leur mère était tombée dans le coma. Plus tard à l'hôpital, il ouvre la porte en grand, rempli d'appréhension. À l'intérieur, il voit une fille qui semble être sa sœur, le dos courbé, profondément inquiète devant le lit de leur mère. Il lui faut un moment pour réaliser que l'atmosphère est douloureusement inconfortable, ce qui est logique puisqu'il a ignoré sa sœur auparavant. Il s'approche d'elle et regarde la femme dans le lit qui est censée être sa mère. Il n'arrive pas à croire à quel point son état est mauvais comparé aux souvenirs qu'il a d'elle, et il se demande si c'est de la faute de Joe. Avec un regard coupable, il s'excuse auprès de sa sœur pour son retard et lui demande comment va leur mère, mais elle se contente de sourire avec colère, lui demandant quelle excuse bidon il va lui donner cette fois. Elle répète toutes les excuses stupides qu'il a inventées dans le passé à propos de l'entraînement et de l'invocation de démons. Soudain, elle explose, incapable de croire qu'il n'ait même pas pu venir voir sa mère qui est tombée dans le coma parce qu'elle s'est ruinée pour rembourser ses prêts. Il se tait quand elle dit que leur mère a failli mourir parce qu'elle n'avait plus d'argent pour payer les factures d'hôpital après avoir remboursé ses dettes sans fin. Après avoir tout déballé, elle lui dit qu'ils en ont assez et lui tend une carte avec 6 mois de ses dépenses, disant qu'elle s'occupera elle-même de leur mère. Il transpire de confusion, demandant ce que cela signifie, et sa sœur dit calmement qu'il est mort pour elle. Plus tard à l'extérieur, Goldfinger sent ses émotions sombres et demande pourquoi les mots de la jeune fille l'ont autant blessé. Le démon lui assure que ce n'est pas lui qui a causé ça, mais il se souvient que la sœur de Joe lui a rappelé son propre moi pathétique qui a fait la même erreur autrefois. Cela fait rire son patron, et il lui dit de ne pas laisser cela retarder son plan. En entendant cela, Joe lui demande si devenir plus fort résoudra tous ses problèmes, et le démon confirme qu'ils disparaîtront tous s'il prouve qu'il en est capable. Sur ce, il est pleinement déterminé à commencer son arc d'entraînement. Pendant ce temps, dans une boîte de nuit, le patron du collecteur de dettes dit à son secrétaire de faire travailler son équipe rapidement car ses clients n'attendront pas. Mais son secrétaire l'informe qu'un étudiant a en fait battu 3 de leurs hommes. En entendant cela, le gangster se souvient que ces hommes ont essayé de recouvrer le paiement avant la date limite et ont ruiné sa réputation. Son secrétaire dit qu'il leur donnera leur punition, mais il explique également que c'est un problème sérieux car l'étudiant a battu des gars qui étaient bien au-dessus de son niveau. Cela attire toute l'attention du patron, puis il saisit rapidement le rapport avec le profil de Joe. Il pense que le garçon est bien plus fort qu'il ne le laisse paraître car aucune compétence ne peut permettre à un niveau 2 de gagner contre un niveau 3. Au final, il ordonne à son secrétaire de garder un œil sur le garçon. La scène se déplace ensuite vers notre héros en jogging matinal. Son sympathique voisin lui offre une bonne affaire sur des compléments alimentaires, mais il dit au vieil homme qu'il reviendra plus tard. En voyant à quel point il est énergique, l'homme se demande s'il a peut-être trouvé une petite amie ou quelque chose du genre. Cependant, Joe a été occupé à s'habituer à son corps et à devenir musclé tout en recueillant des informations depuis qu'il a été libéré. Il apprend que les personnes ayant des capacités sont appelées des oracles et qu'il s'est endetté parce que les compléments alimentaires pour devenir plus fort coûtent un bras et un rein. Bien qu'il ne soit pas sûr de la limite,
il est devenu assez musclé avec seulement quelques jours d'entraînement et de drogue. Pendant qu'il pense à cela, quelqu'un l'appelle. Et quand il décroche le téléphone, la voix à l'autre bout lui crie dessus parce qu'il a oublié de revenir comme leur professeur l'avait demandé. En entendant cela, notre garçon se souvient soudain qu'il les a complètement ghostés. Le lendemain à l'école, il apprend qu'il existe 6 rangs de AE, et qu'il faut atteindre le niveau le plus élevé de son rang pour passer au suivant, ce qui demande un effort monstrueux. En raison de l'énorme différence, le monde est divisé en 5 couches où les rangs et les ploucs normaux comme lui se trouvent dans les zones les plus extérieures. Pendant ce temps, les rangs des supérieurs se trouvent dans la couche intérieure. Réalisant qu'il est une ordure de bas niveau, il décide de devenir plus forte aussi vite que possible afin de pouvoir entrer rapidement dans les couches intermédiaires. Soudain, un néandertalien le frappe par derrière avec un crotte de nez et rit au visage. Son pote plaisante en disant que notre garçon a l'air si faible qu'il pourrait probablement le frapper même s'il est un oracle de niveau 1 comme eux. En entendant cela, notre garçon est agacé que des singes comme eux existent encore dans ce monde. Juste à ce moment-là, le professeur se présente pour le cours. Plus tard à l'extérieur, il s'étire et pense que sa vie scolaire se déroule plutôt bien jusqu'à présent. Juste à ce moment-là, quelqu'un l'appelle par derrière. Quelques minutes plus tard, le type aux crottes de nez est choqué de voir notre garçon se battre avec le gars le plus fort de leur classe. Son pote n'est pas surpris cependant car il a l'habitude de voir Joe se battre. Le tyran dit à notre héros qu'il est devenu trop arrogant pour son propre bien juste parce qu'il a obtenu de bonnes notes aux examens écrits. Il dit que la vraie valeur d'un oracle vient de la force, et sa force de niveau 1 est nulle. En entendant cela, Bro rappelle au tyran qu'il est aussi une ordure de niveau 1, ce qui rend le tyran tellement fou qu'il lance un crochet violent. Cho attrape sans effort le poing d'une main et tord le poignet de l'autre, demandant s'il a fini de jacasser. Le type en colère n'arrive pas à croire qu'il est maîtrisé par lui, et il se demande si Joe est devenu plus grand qu'avant aussi. Ensuite, Joe lui renvoie ses propres mots que la force est tout, puis demande poliment la permission de lui casser la figure. Alors que le type transpire en pensant qu'il va se faire tabasser, l'entraîneur apparaît soudainement et se met en colère contre notre garçon pour avoir causé des problèmes dans sa classe. L'entraîneur a l'air aussi irrité que jamais et demande s'il prévoit de semer le trouble dès son retour. Notre garçon prend l'air le plus innocent qu'il est et prétend qu'il ne faisait que jouer. Le tyran retire sa main et lui dit de lâcher prise. Voyant que les choses se calment, l'entraîneur avertit notre héros une dernière fois et ordonne à tout le monde de s'aligner pour les tests. Peu après, les étudiants se rassemblent près d'une barre de traction pendant que l'entraîneur Gigia commence à parler à tort et à travers. Il les excite à propos du prochain tournoi contre d'autres écoles, promettant que de bons résultats apporteront non seulement la gloire à l'école, mais ouvriront également les portes des académies d'élite. À la fin de son discours, il commence sans vergogne à vanter ses compléments miracles comme l'arnaqueur qu'il est. Le défi commence avec le tyran qui fait 50 tractions d'affilée. Chu n'est pas impressionné et dit que cela ressemble plus à un défi TikTok qu'à un test sérieux. Juste à ce moment-là, une voix l'appelle et lui demande s'il va bien. La déléguée de classe admet qu'elle était inquiète car il a ignoré ses messages pendant des jours. Elle essaie rapidement de se rattraper en disant qu'elle était juste curieuse à son sujet, mais notre garçon la rassure en lui disant que rien ne s'est passé. Changeant de sujet, elle demande pourquoi il refuse d'acheter les compléments louches du professeur. Joe répond sans détour qu'il est fauché. Elle essaie de l'avertir des conséquences de ne pas faire l'achat, mais son nom est appelé avant qu'elle ne puisse terminer. Lui souhaitant bonne chance, il la renvoie. Elle ne réussit que 25 tractions avant d'échouer, mais l'entraîneur se souvient qu'elle lui a acheté 2 bouteilles et augmente comme par magie son score à 35. Notre garçon comprend soudain que c'est la vraie raison pour laquelle chaque étudiant a acheté la camelote hors de prix en premier lieu. Sinon, il risquerait de se faire expulser. Finalement, Joe s'avance pour son tour à la barre. L'entraîneur plisse les yeux, pleinement conscient que notre héros n'a jamais acheté une seule bouteille. Un sourire tordu se répand sur son visage alors qu'il décide de faire de lui un exemple pour ne pas avoir acheté ces produits de mauvaise qualité. Pendant ce temps, Joe étudie la barre de traction et les protège-poignets, notant qu'ils ont l'air normaux à première vue, mais il doit y avoir une astuce derrière eux. Dès qu'il saisit la barre, ses yeux s'écarquillent sous le choc. Son corps se sent soudainement plus lourd, et il comprend rapidement que les cristaux intégrés dans les protège-poignets ajoutent du poids supplémentaire. Malgré cela, notre garçon refuse d'abandonner, réalisant que les cristaux doivent avoir une limite de poids. Poussant à travers, il continue à faire des répétitions comme si de rien n'était. Les autres élèves regardent avec incrédulité, stupéfaits de voir que ce soi-disant faible les surpasse si facilement. Ils perdent la tête quand Joe dépasse les 100 répétitions, criant qu'il doit être au moins de 2e niveau. Quand il lâche enfin la barre, une foule l'envahit, le bombardant de questions sans fin. Pendant ce temps, l'entraîneur est figé, se demandant si le garçon s'est secrètement dopé avec des produits améliorant les performances. La peur s'installe lorsqu'il réalise que les élèves pourraient ne plus avoir besoin de ces suppléments douteux. Soudain, il esquisse un sourire diabolique, imaginant un plan méchant pour notre héros. La scène passe au directeur, qui fulmine au téléphone à propos de l'annulation de leurs événements de 2e niveau. Il soutient que l'école manque de financement et parvient à peine à joindre les 2 bouts avec des élèves de 3e niveau. L'homme à l'autre bout répond brutalement que le système recherche des oracles d'élite, c'est pourquoi l'argent est canalisé vers les meilleures écoles.
Claquant le téléphone, le directeur se prend la tête, frustré, réalisant que l'école n'a pas les fonds nécessaires pour produire un seul oracle d'élite. Ses yeux tombent sur un cristal noir enfermé dans une vitrine alors qu'il se creuse la tête pour savoir comment maintenir l'école en activité. La pensée est interrompue par la voix de l'entraîneur Gigia qui l'appelle depuis l'extérieur du bureau. L'entraîneur entre et dépose fièrement une liste de noms dont il affirme qu'ils deviendront des oracles d'élite. Le directeur examine le papier et constate immédiatement que chaque personne mentionnée est à peine de premier niveau, mais l'entraîneur les vend comme des prodiges. L'entraîneur dit ensuite qu'il y a un étudiant qui n'est pas apte à devenir un oracle, et le directeur mord à l'hameçon, demandant de qui il s'agit. L'histoire revient à notre héros, qui se dirige vers le bureau du directeur avec le démon à ses côtés. Le livre maudit demande ce qu'il a manigancé cette fois, mais Joe reste silencieux. Debout devant la porte, il se souvient de la mauvaise réputation du directeur et espère qu'il ne sortira rien de laid de cette rencontre. Au moment où il atteint la poignée, des flammes surgissent devant lui, le prenant complètement au dépourvu. Le démon s'illumine, ravi que le souhait déclenché qu'il a mentionné plus tôt soit enfin apparu. Il ordonne à Joe de retrouver l'objet rapidement, mais Joe commence à se plaindre du timing incroyablement mauvais. Ses pensées sont interrompues lorsque le directeur lui-même brise le silence, lui disant d'arrêter de perdre du temps et d'entrer tout de suite. Entrant, Joe demande poliment pourquoi le directeur l'a convoqué. L'homme feuillette son dossier scolaire, puis demande à l'élève ce qu'il faut, selon lui, pour devenir un oracle. Sans attendre de réponse, le directeur répond lui-même, disant que tout se résume à l'argent. Il dit ensuite à Zou, sans hésitation, de démissionner maintenant pendant qu'il est encore en avance. La couleur quitte son visage, et le directeur poursuit en expliquant que le coût du développement d'un oracle est beaucoup trop élevé. Il insiste sur le fait que Joe n'est qu'un gamin fauché qui ne peut pas survivre ici à long terme. Dans sa tête, il se dit qu'il vaut mieux couper les pertes avec les étudiants faibles maintenant, et il est même prêt à rembourser les frais de scolarité. Joe prend quelques secondes pour analyser la situation. Pendant ce temps, l'œil du démon s'écarquille alors qu'il réalise soudainement que le cristal est l'objet et dit à notre héros de s'en emparer. Il chuchote discrètement au livre maudit de s'en emparer lui-même, mais le démon lui rappelle immédiatement qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour agir. Joe fait une pause, perdu dans ses pensées, réalisant qu'il doit absolument entrer dans la zone de la ville centrale, ce qui signifie qu'il ne peut pas se permettre d'être expulsé ici, quoi qu'il arrive. Il se ressaisit et se souvient qu'aucun étudiant de cette académie n'a jamais dépassé le niveau E2, c'est exactement pourquoi ces étudiants sont considérés comme si précieux. Notre garçon demande ensuite au démon s'il peut décider de la récompense pour cette mission. À ce moment, le démon comprend ce que Joe prévoit. Mais avant qu'il ne puisse parler, Joe l'interrompt et déclare qu'il veut la compétence d'emprunt de pouvoir. Goldfinger explose, lui criant dessus, lui rappelant à quel point ce choix est insensé et dangereux, mais notre garçon est décidé. Il soutient que s'il finit par être expulsé, alors le souhait du démon pourrait ne jamais se réaliser et exige que le livre maudit lui fasse confiance. À contre-cœur, Goldfinger cède et admet que quoi qu'il arrive à partir de là, il ne pourra pas être blâmé. Un panneau lumineux se matérialise devant Joe, lui demandant s'il veut la compétence d'emprunt de pouvoir. Il accepte instantanément sans hésitation. Le directeur interrompt alors ses pensées, lui demandant s'il a des derniers mots. Il répond fermement qu'il veut que le directeur évalue à nouveau son niveau et qu'il ne se décide qu'ensuite. Le directeur secoue la tête devant cette demande désespérée, mettant quand même la main. Au contact, il note que la force de Joe est supérieure à ce que suggèrent les registres, mais toujours pas suffisante pour rester. Fermant les yeux, Joe réalise que c'est sa dernière chance et essaie désespérément d'absorber autant d'énergie stellaire que possible. Il commence alors à émettre une aura pure, choquant le directeur. Même le démon est pris par surprise car il ne s'attendait pas à ce que l'énergie du gamin dépasse la puissance qu'il lui a prêtée. Le directeur chancelle en arrière, choqué, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Il réalise que Joe a en quelque sorte percé et atteint le 4e niveau à l'instant. Serrant les dents, l'homme reprend son calme et appelle notre garçon, lui disant de participer au prochain tournoi scolaire. Joe cligne des yeux, surpris, essayant de comprendre pourquoi le ton du directeur a changé si soudainement. Une fois la poussière retombée, il comprend que le gars veut probablement sortir Lee de la poubelle et l'utiliser pour se montrer devant le département de l'éducation. Le directeur admet que, pour joindre les deux bouts, il voulait éliminer les élèves inutiles et s'excuse ensuite d'avoir pris Joe dans ce pétrin. En guise de récompense, il lui accorde une bourse complète plus 6 bouteilles de supplément chaque semaine. Il met les choses au clair, disant que notre héros doit représenter leur école parce que tout l'avenir de l'académie repose sur lui. Réalisant à quel point l'homme est désespéré, notre garçon tente sa chance et demande s'il peut avoir le cristal noir sur l'étagère. Le directeur explique qu'il est sculpté dans un cristal d'étoile noire ramené à l'origine par le directeur précédent, et qu'il représente la foi de l'école. Mais ensuite, il soupire que si l'école s'effondre, son symbole ne signifie rien, alors il accepte de le remettre. Notre héros répond avec confiance, promettant qu'il donnera tout pour gagner le tournoi. Le directeur change ensuite de sujet et demande comment il est devenu si fort. Joe fait comme si de rien n'était, disant qu'il cachait sa force depuis le début. Le directeur manque de s'étouffer,
pensant que masquer un niveau est le mouvement ultime de joueur pro et jure qu'il n'en soufflera mot à personne. À ce moment-là, une femme entre dans le bureau et le directeur lui ordonne d'escorter Joe dans la classe d'élite. Peu de temps après, elle explique que tout le deuxième étage est réservé uniquement aux élites. Changeant de sujet, elle demande nonchalamment quel genre de relation il entretient avec le directeur, mais Joe élude la question sans rien lui donner. À ce moment-là, l'entraîneur Gigia arrive en trombe à toute vitesse. Il s'excuse, disant qu'il a supplié le directeur de reconsidérer la décision, mais cela n'a servi à rien. L'enseignante l'interrompt, précisant que Joe n'est pas du tout expulsé, et qu'il est en fait transféré dans la classe d'élite. Elle ajoute que le directeur le recherche maintenant, ce qui fait perdre toute couleur au visage de l'entraîneur. Plus tard dans la nuit, il se traîne jusqu'à son minuscule appartement et s'effondre sur le lit. Il marmonne pour lui-même, se demandant comment un gamin fauché comme lui est censé atteindre le niveau 4 dans un délai aussi court. Le démon intervient immédiatement, lui rappelant la mission à accomplir. Golfinger avertit que son pouvoir ne trompera pas les humains éternellement, et il admet qu'il avait déjà compris cela. Pourtant, il se dit qu'il a des suppléments gratuits et qu'il a évité l'expulsion, donc la vie n'a pas l'air trop mauvaise en ce moment. En regardant son téléphone, il réalise que la vraie crise est toujours la montagne de dettes, et il doit rapidement élaborer un plan pour gagner de l'argent. Le lendemain à l'école, il a l'air plus déprimé que jamais. En regardant autour de lui dans la zone délabrée et poussiéreuse, il se demande dans quel genre de décharge il vient d'entrer. De nulle part, quelqu'un l'appelle par son nom. Un homme lui fait signe de loin, lui demandant de s'approcher avec un grand sourire. Ils engagent la conversation, et l'homme s'excuse de ne pas l'avoir trouvé plus tôt car il est toujours débordé par ses tâches de classe. Le gars se présente comme le professeur Zhang, et Joe demande immédiatement si c'est vraiment le seul professeur ici. Zhang se gratte la tête, admettant que l'école ne se porte pas bien, et qu'il est le seul affecté à la classe avancée. Il ajoute qu'ils utilisent la section la plus intérieure pour l'entraînement, c'est pourquoi les halls extérieurs ne font qu'accumuler la poussière. En ouvrant la porte, le professeur rassure Joe de ne pas s'inquiéter, insistant sur le fait que les installations sont toujours de premier ordre. Il promet même que les choses ne seront jamais ennuyeuses, tandis que notre héros reste bouche bée. L'intérieur ne correspond pas du tout à l'extérieur et ressemble à une salle de sport de classe mondiale. Son professeur explique que les élèves s'entraînent tous seuls et propose de le présenter. Il pense que l'endroit ressemble à un club de fitness 5 étoiles avec des étudiants pleins d'énergie, bien qu'il en surprenne quelques-uns en train de lui jeter des regards de côté. Son professeur appelle alors tout le monde pour présenter le nouveau venu. Il s'incline poliment et les salue avec respect, mais un gars aux cheveux roux au fond commence immédiatement à semer le trouble, croisant les bras avec un sourire narquois. Il se moque de Joe, lui disant d'arrêter son cinéma et d'admettre qu'il a utilisé des relations pour entrer. Le professeur le rabroue, criant à Wenao de se comporter et expliquant que Joe a été transféré uniquement grâce à ses compétences. Le gars n'y croit pas. Il plisse les yeux comme un prédateur repérant une proie facile et défie Joe en combat sans prévenir. Les élèves s'illuminent instantanément, ravis d'assister à un duel pour la première fois depuis des lustres et commencent à répandre des rumeurs. Un étudiant blond au fond demande ce qui se passe, et une fille aux cheveux roses explique qu'un combat est sur le point d'éclater. Cela pique l'intérêt du blond, et il en demande rapidement plus sur ce soi-disant étudiant transféré. De retour avec notre héros, le professeur lui conseille de refuser le défi, mais Joe accepte sans hésitation. Il ajoute calmement qu'il est d'accord avec le match tant que la force létale est exclue. Pendant ce temps, dans le bureau de l'école, le principal est sur le point d'exploser, exigeant de savoir si le nouveau gamin est déjà en train de chercher la bagarre. Le professeur explique au téléphone que notre garçon a accepté le défi de Wenuz. De retour au combat, aucun des deux camps ne recule alors qu'ils se font face et cultivent une aura de folie. Le principal trouve cela étrange, mais pense que le gamin veut juste connaître son niveau actuel, il autorise donc le duel à avoir lieu dans l'arène. Quelque temps plus tard, les deux étudiants se tiennent derrière des bureaux séparés pendant que le professeur passe en revue les règles. Premièrement, il ne peut y avoir aucune interférence extérieure. Et deuxièmement, les deux combattants doivent concourir au même niveau d'étoile. Wenao a du mal à croire que Joe est vraiment aussi un oracle de rang E. Leur professeur termine ensuite les instructions, leur rappelant fortement qu'il est absolument interdit de frapper les points vitaux. Les deux adversaires commencent à se tourner autour pendant que le professeur leur rappelle que la force létale n'est autorisée en aucun cas. Il poursuit en disant que celui qui perd ne peut pas riposter ensuite, quel que soit le résultat. Une frappe propre au visage ou un abandon mettra fin immédiatement au duel. D'un geste de la main, leur professeur signale le début. Espérant en finir rapidement, Wen charge en avant et vise directement son cou. Il ne bronche même pas et attrape son bras, le déséquilibrant complètement. Le rouquin frappe à nouveau instantanément, réalisant que ce type pourrait bien être la réalité. Wenao déclenche un barrage de coups incessants, mais Joe esquive chacun d'eux avec une précision calme. Frustré, Wenao change soudainement de vitesse et essaie de placer un coup de pied. La jambe se tord en l'air, et le rouquin déclenche son mouvement signature, le coup de pied crochet du vent. Joe réussit à bloquer avec son bras, bien que le rouquin sourit, supposant que le match est décidé maintenant. De cette même position, il le surprend avec un coup de pied sec visant le cou de Wenao. Le rouquin essaie de se rétablir,
se demandant comment diable ce type connaît même les arts martiaux. Se rattrapant avant de tomber, Wenao pense que la seule chose qui compte maintenant est de protéger son visage à tout prix. Mais juste au moment où il se retourne, Zhu le tape calmement sur le nez avec un poing fermé. Avec un sourire narquois, il demande si cela signifie la victoire, laissant Wenao figé dans l'incrédulité. L'arène se tait un peu jusqu'à ce que le professeur Zhang déclare officiellement Zhou vainqueur. Wenao n'arrivait pas à croire qu'il avait réellement perdu contre quelqu'un, et tout le monde est surpris par l'issue choquante du match. Il pense que notre garçon est juste trop fort. Pendant ce temps, il pense que le match s'est terminé beaucoup trop rapidement, mais il a quand même réussi à en tirer quelque chose. Il demande ensuite à Wen s'il a des réclamations maintenant. Voyant le match, l'entraîneur n'en croit pas ses yeux car Wen est une élite qui a suivi une formation professionnelle, mais il a quand même perdu contre un gars qui vient d'être promu dans la classe d'élite. Il pense que notre garçon a un talent caché exceptionnel, et c'est la raison pour laquelle le principal lui avait dit d'accorder un traitement spécial aux enfants. Soudain, le principal apparaît et félicite notre garçon, lui disant de le suivre car il veut parler de quelque chose d'important. La fille aux cheveux roses est étonnée de voir ce spectacle, tandis que le gars aux cheveux jaunes dit qu'ils ont absolument besoin d'un type comme lui dans leur équipe forte. Le principal demande à notre garçon s'il aime la classe d'élite, et il répond qu'à part le fait que les élèves sont trop enthousiastes, ce n'est rien de vraiment spécial. Le principal dit qu'il s'y habituera car l'effort attire toujours l'attention. Il lui conseille également de se concentrer sur son entraînement, et l'école fera tout ce qu'elle peut pour l'aider. En entendant cela, notre garçon pense que le principal lui fait maintenant confiance, alors il décide de demander s'il connaît des moyens par lesquels les élèves peuvent gagner de l'argent rapidement. Mais il lui dit plutôt de continuer à se concentrer sur l'entraînement afin qu'il puisse gagner une plus grande somme d'argent à long terme, et l'école peut également aider financièrement si sa famille traverse une période difficile. Notre garçon lui dit que ce n'est rien de tel et pense que maintenant il doit trouver un autre moyen d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'il s'entraîne dans la salle de sport, il se rappelle qu'il doit être prudent car l'école a des politiques très strictes contre les prêts étudiants. Il se demande où il peut apprendre à gagner de l'argent supplémentaire, mais soudain, le gars aux cheveux jaunes apparaît devant lui et le complimente sur le match. Il demande ensuite à notre garçon qui il est, et il lui pose la même question en retour. Pendant ce temps, la fille dit à Shen qu'il est impoli, et elle s'excuse auprès de notre garçon qu'il soit parfois un peu ennuyeux. Elle se présente en disant qu'elle est sue et que la douleur dans son côté est Shen. Elle lui dit qu'ils sont tous les deux ses aînés, et ils peuvent l'aider s'il est confus à propos de quoi que ce soit. Le gars ennuyeux dit alors qu'ils sont une équipe à partir de maintenant, et il est le chef d'équipe, donc il prendra personnellement bien soin de lui. Il demande ensuite à notre garçon la technique de combat, qu'il a utilisée contre Wen, mais notre héros dit qu'il ne sait rien de telle technique. Le chef est surpris lorsque notre garçon lui dit que le mouvement qu'il a utilisé n'était qu'un réflexe. Il dit que Wen sera furieux quand il découvrira cela, et Su dit rapidement qu'elle va le lui expliquer. Elle explique que les techniques de combat sont des super mouvements spéciaux qu'une personne apprend à partir de parchemins ou de pierres de mémoire, et plus on en a la maîtrise, plus cela devient fort. Il en existe de nombreux types différents, et les combattants forts combinent ces techniques dans leur style de combat. Shen lui dit alors que Wenao a utilisé une technique de combat de randé dans le match, une connue sous le nom de coup de pied crochet du vent. En entendant cela, notre garçon pense que c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu bloquer correctement le coup de pied, et il aura plus de chances de gagner s'il peut acquérir une telle technique. Il demande si elles sont rares, et le chef explique que leur rareté dépend des rangs. L'école leur enseigne les bases, mais ils ne peuvent apprendre les puissantes que dans deux conditions. Soit ils les achètent, soit quelqu'un les partage avec eux, mais ils sont vraiment chers. Sur le marché actuel, même une technique de base de randé peut coûter environ 500 000. Se vantant, ils lui disent tous les deux qu'ils ont une technique de combat, et ils peuvent la lui montrer s'il veut la voir. Joe pense que ces deux-là doivent être vraiment riches parce qu'une somme aussi énorme ne représente rien pour eux. Soudain, il lui vient à l'esprit qu'il peut leur demander quelles sont les différentes façons de gagner de l'argent rapidement. Il leur demande s'il existe un moyen rapide pour lui de gagner de l'argent, mais il précise qu'il ne veut rien faire d'illégal comme braquer une banque. Shen lui dit que sa seule option est le district de Blackwater, mais Su lui dit rapidement de ne pas dire de telles bêtises. Il dit ensuite qu'il a entendu dire que tout peut arriver là-bas, mais l'école interdit aux étudiants d'entrer dans ce district. Après cela, le chef demande à notre garçon de combien d'argent il a besoin pour la technique, et il dit environ 300 000. Tous les deux vérifient immédiatement leur compte, mais ils sont complètement fauchés. Pendant ce temps, notre garçon pense qu'il ira de toute façon jeter un coup d'œil au district de Blackwater après l'école parce qu'il a vraiment besoin d'argent tout de suite. Il atteint le district en utilisant les cartes et pense qu'il est vraiment proche de chez lui. Personne ne peut penser qu'il est un étudiant parce qu'il ne porte plus son uniforme. Il demande même au patron ce qu'il pense du district mais il ne reçoit aucune réponse. D'après ce qu'il a entendu, les zones extérieures n'ont pas de combattants puissants, et son niveau de puissance est égal à un oracle de niveau 4, il peut donc facilement gérer n'importe qui. Si la situation empire, alors il est sûr qu'il peut au moins s'enfuir en toute sécurité. Après avoir regardé de plus près autour de lui, il pense que cette zone a définitivement été abandonnée et se demande si c'est vraiment la zone miracle,
mais il peut encore voir de faibles empreintes de pas autour de lui qui le mènent vers un passage secret caché. Il atteint enfin la zone miracle après avoir soigneusement traversé le passage. Dans la zone miracle, notre garçon voit les environs sales et toutes les affaires louches. Il pense que personne ne parle de cet endroit parce qu'il n'y a pas de loi, et que littéralement tout peut être fait pour faire du profit. Après avoir vu toutes ces choses, il a une lueur d'espoir qu'il peut vraiment gagner assez d'argent pour payer sa dette. Soudain, il demande au voyou qui le traque depuis combien de temps il prévoit de le suivre. L'un des voyous le complimente sur son instinct aiguisé et dit qu'il prévoyait de frapper quand il serait complètement négligent. Mais maintenant, la situation a changé, et il va le battre devant tout le monde. Il dit qu'il a déjà vu beaucoup de garçons comme lui, les enfants riches qui viennent dans le district de Blackwater déguisés et qui deviennent ensuite des proies pour eux. Joe pense que c'est une sorte d'idiot parce que lui-même est complètement fauché. Le voyou dit alors qu'il est un oracle, donc ce sera inutile s'il essaie de s'échapper. Il lui dit que s'il veut vivre, il doit juste suivre ses ordres et vider ses poches. En entendant cela, notre garçon lui dit qu'il est vraiment impoli, et d'un seul coup, il assomme soudainement le chef. Les deux autres sont furieux qu'il ait assommé le chef parce qu'il ne faisait pas attention. Alors, ils se précipitent tous les deux directement vers lui pour le poignarder. Soudain, des caisses en bois tombent sur eux deux, et une fille mystérieuse attrape rapidement la main de notre garçon et lui ordonne de venir avec elle. Ils s'enfuient tous les deux de là et atteignent un endroit surcaché. Joe la remercie pour son aide. Mais en réalité, c'est juste une nuisance pour lui parce qu'après avoir battu les deux gars, il prévoyait de les interroger. La fille agit comme si elle connaissait déjà notre garçon et lui demande ce qu'il fait ici. Après avoir dit cela, elle panique soudainement parce qu'elle se souvient qu'elle doit se faire discrète. Il lui demande s'il la connaît réellement, mais elle change de sujet en disant qu'elle a juste lu son nom sur son col. Après avoir remarqué l'étiquette de nom, il la retire immédiatement. Il pense que c'est une bonne chose que la fille ne le connaisse pas parce qu'il n'avait jamais réalisé que son nom avait été écrit sur son col depuis le début. Il la remercie de lui avoir dit cela alors qu'elle est juste contente de ne pas avoir révélé sa véritable identité. Elle lui conseille de cacher correctement ses informations parce que cette zone est vraiment dangereuse et dit ensuite qu'elle va le faire sortir d'ici. Mais notre garçon refuse son offre parce qu'il est ici pour gagner de l'argent. Il décide qu'il devrait s'éloigner parce que si elle découvre qu'il est un étudiant, alors il aura de gros ennuis. Quand Joe part, elle pense qu'elle sait définitivement qui il est et se demande ce qu'un étudiant fait même dans la zone miracle. Quand elle l'a touché, elle a eu une sensation étrange à cause de laquelle elle pense qu'il est déjà devenu un oracle. Pendant ce temps, notre garçon achète un masque pour se couvrir le visage afin que son identité ne soit divulguée nulle part. Alors qu'il pense qu'il n'a trouvé aucun moyen de gagner de l'argent, un étranger l'approche et lui dit qu'il est le guide touristique local, et qu'il peut répondre à toutes les questions qu'il a. En entendant cela, notre garçon est intrigué et lui demande s'il connaît un endroit où il peut gagner de l'argent rapidement. Le guide est vraiment heureux parce qu'il pense qu'il a augmenté le nombre de participants de 1 et dit fièrement à notre garçon de le suivre. Il emmène Joe dans une arène de combat où il demande si c'est un club de combat clandestin. Le guide dit qu'il a raison, et que c'est le moyen le plus efficace de gagner de l'argent rapidement. Il explique qu'aujourd'hui, le gagnant recevra le prix en argent ainsi qu'une somme d'argent spécifique provenant des paris placés. Il dit que les oracles participent également à ces combats, donc ces matchs sont à haut risque, à forte récompense. Après avoir jeté un coup d'œil au combat en cours, il pense qu'il a certainement une chance de tout gagner. Le guide demande à notre garçon s'il veut participer parce qu'il peut lui procurer des jetons de paris. Il lui dit qu'il tentera sa chance au prix en argent de toute façon. Suivant notre garçon, la mystérieuse fille entre également dans le club de combat et commence à le chercher. Soudain, elle voit notre garçon debout à l'intérieur du ring et se demande ce qu'il fait ici. Le type se comporte comme un grand et puissant devant Joe, disant qu'il est un combattant assis, mais notre garçon l'assomme d'un seul coup. La foule pense que c'est ennuyeux parce que chaque combattant est assommé d'un seul coup de poing. Notre garçon pense qu'il devrait en finir le plus tôt possible, et il s'occupe également des 2 prochains combattants juste après. En voyant ces combats, le patron du club est tout confus parce qu'il ne l'a laissé se battre que parce qu'il avait l'air faible. Le laquais lui dit qu'après avoir regardé tous ces combats, tous les combattants ont abandonné, et les clients exigent des remboursements parce qu'ils pensent que tous ces matchs sont mis en scène. Immédiatement, le patron dit à ses subordonnés d'organiser un match spécial parce qu'il ne va pas le laisser partir avec tout le prix en argent. Pendant ce temps, il bat son dernier adversaire et demande si maintenant il peut avoir le prix en argent. L'annonceur dit que la foule est toute excitée par ces matchs, alors ils ont organisé un match spécial. Notre garçon pense qu'il ne prévoit jamais de remettre le prix en argent. D'un autre côté, les laquais sortent un chariot auquel un monstre est attaché. L'annonceur dit que le match spécial sera contre le Niflin, également connu sous le nom de Frick. Et en le voyant, Joe est vraiment surpris. Les PNJ le détachent du chariot, et le monstre tombe sur le sol comme un cadavre. Il sort immédiatement du ring en courant et le verrouille bien. Bro se tient juste là, pensant à ce qui se passe. Soudain, le monstre se réveille de son sommeil et a un regard vraiment menaçant sur son visage. Un gros type dans la foule réconforte sa copine en disant qu'il peut facilement battre le monstre d'un seul coup de poing, mais en réalité, il a presque pissé dans son pantalon après avoir vu cette bête.
La mystérieuse fille se demande comment quelque chose comme ça pourrait même être ici. Elle sait que Joe ne peut pas le gérer seul, et elle peut le sauver avec ses capacités, mais alors sa couverture sera découverte et ses plans divulgués. Pendant ce temps, notre garçon pense qu'il est malheureux que le patron ne soit pas là à un tel moment, et il va certainement avoir du mal à vaincre ce monstre. Quand il le regarde dans les yeux, il a l'impression d'être une proie et le monstre est le chasseur. Son sixième sens lui hurle de s'éloigner parce que cette chose est extrêmement dangereuse. Le monstre se précipite vers notre garçon pour porter un coup mortel, mais notre garçon utilise son instinct pour esquiver l'attaque, et il aurait été mort s'il ne l'avait pas fait. Après cela, il décide qu'il doit devenir sérieux s'il veut survivre. Le monstre le pousse dans un coin, et Joe décide qu'il doit en finir au plus vite. Il emprunte de la force pour augmenter son niveau, et il frappe le monstre directement au sol. Le monstre est étendu là, et il pense que le combat est terminé, mais il attaque soudainement à nouveau, ce qui l'évite de justesse. Il est stupéfait que son attaque la plus puissante n'ait aucun effet sur lui, et il s'éloigne rapidement car il sait qu'il ne peut pas le vaincre au corps à corps. Fouillant l'arène, notre héros esquive ses attaques et cherche une arme qu'il peut utiliser pour vaincre le monstre. Il casse alors la griffe du monstre et l'utilise comme un poignard pour lui couper rapidement le cou. La coupure n'est pas assez profonde pour le tuer, mais maintenant notre héros peut vraiment se défendre. Il sait qu'il est beaucoup plus fort que le monstre, il peut donc le tuer s'il peut s'approcher une fois de plus. Avec cette pensée, Joe se précipite en avant, mais le monstre libère un gaz mystérieux, qui s'avère n'être que de la vapeur. Le monstre utilise ce brouillard comme distraction et attaque notre héros de différents côtés. Il ne voit rien dans le brouillard, et le monstre profite de cette occasion pour lui infliger des dégâts car il craint que notre héros ne le tue au moindre mouvement. Notre héros sait qu'il ne peut pas le permettre car il sera tué si le temps s'écoule. Il décide qu'il utilisera tous ses sens pour confirmer son emplacement et enfin le tuer. Il se concentre intensément et se fixe immédiatement sur l'emplacement du monstre. Après cela, il l'attrape par la main et la coupe net. C'est la chance dont notre héros avait besoin pour porter le coup final, et il y va directement. Mais hélas, le temps est écoulé, et son cœur commence à lui faire mal. Pendant ce temps, le monstre profite de cette chance pour le désarmer et frappe avec sa langue pour porter un coup mortel. Notre héros n'a toujours pas abandonné, et il décide de dépasser ses limites. Il emprunte à nouveau de la force et saisit le monstre par sa langue, puis il le balance dans les airs et l'attrape par les deux mâchoires. Il utilise toute sa puissance pour déchirer le monstre et enfin le tuer. Pendant ce temps, les officiels qui regardent à travers les caméras n'ont aucune idée de ce qu'ils voient. Le patron demande nerveusement si le nouveau gamin a enfin été vaincu, mais son visage devient rapidement pâle. Dans les gradins de l'arène, la fille aux cheveux blancs regarde Joe avec les yeux grands ouverts, se demandant comment il a fait. Tenant toujours la tête du monstre, il fixe la caméra, et ce regard de mort à lui seul fait transpirer les officiels. Le patron panique, jurant qu'il a dépensé une fortune pour faire venir ce combattant pour que le garçon l'écrase comme rien. L'annonceur se démène pour se reprendre, félicitant Joe et lui disant de suivre le personnel pour récupérer sa récompense. Quelque temps plus tard dans les coulisses, une mallette remplie d'argent est posée devant lui. L'officiel explique que cela représente environ 500 000 $. Il tend la main pour la saisir, mais le patron la claque soudainement. Avec un sourire louche, il déclare que l'accord a changé, soit Joe devient un combattant permanent et reçoit le montant total, soit il repart avec seulement un quart. Mon gars plisse les yeux et exige qu'il répète ça. Le patron s'énerve, criant que tous les autres concurrents se sont enfuis après ce combat, et que son guerrier a souffert d'une perte soudaine de la tête. Notre héros rétorque que ce n'était pas leur accord initial. Il lui rappelle que le contrat stipulait que les combattants ne sont pas responsables si leur adversaire meurt sur le ring. Demandant à nouveau si ce n'était pas la condition convenue, l'aura de Joe à elle seule draine la couleur du visage de l'homme. Dégageant des vibrations meurtrières, il exige le paiement complet, sinon il y aura des conséquences. Après avoir entendu cela, le patron sort une arme pour le menacer, mais il ne bronche même pas. D'un seul geste, notre héros démonte l'arme et brise le doigt du voyou. Hurlant de douleur, le patron ordonne à ses hommes de cribler le gamin de balles. Ses laquais sortent instantanément leurs armes, prêts à faire feu. Ils soupirent juste d'agacement, devenant visiblement plus irrités à la seconde. Dehors, la fille aux cheveux blancs se tend alors que des coups de feu soudains éclatent. Un instant plus tard, un homme est projeté à travers la fenêtre, volant comme une canette de soda vide. Regardant le garde du corps inconscient au sol, la foule se demande si une sorte de film est en train d'être tourné. La fille aux cheveux blancs, cependant, soupçonne que ce chaos est l'œuvre de Joe. Pendant ce temps, notre héros déchire les gardes du corps sans y penser à deux fois, insensible au fait qu'ils ont des armes. Un voyou chauve lève son arme pour tirer, mais il écrase sa tête directement à travers le mur à la place. Sortant en trombe, il s'enfuit avec l'argent à la main pendant que les voyous à l'étage hurlent des ordres pour le capturer. Alors qu'il sprinte dans les rues, il se rend compte qu'il atteint sa limite et que son corps ralentit. Ses blessures drainent aussi lentement ses forces. Soudain, une main agrippe son sweat à capuche et le tire dans une ruelle étroite. La fille d'avant lui plaque rapidement une main sur la bouche pendant que les voyous passent sans remarquer. Une fois que la voie est libre, elle lui dit qu'il est en sécurité, et Joe reconnaît son visage de plus tôt.
Elle lui demande de conserver ses forces et lui dit qu'elle connaît une issue de secours cachée. Le guidant vers un tunnel, elle l'avertit que s'il ne bouge pas maintenant, les voyous vont boucler tout le quartier et le capturer. Il essaie de répondre, mais elle le coupe, lui disant de se mettre en mouvement. Sans autre choix, il la remercie et s'élance dans le tunnel. Après son départ, elle tape sur son communicateur. À l'autre bout, une voix demande avec colère où elle a disparu. Elle balaie ça du revers de la main, disant à sa sœur de se taire et de mettre leur grand-père en ligne car elle a trouvé quelque chose à signaler. La scène revient ensuite à Joe, qui parvient à peine à se rendre en titubant dans son appartement avant de s'effondrer sur le sol. Haletant, il serre sa poitrine, luttant pour rester éveillé. Mais au moment où son corps brûle le dernier de ses forces, notre héros tombe finalement au sol, inconscient. Il s'endort dans un rêve où sa mère s'excuse d'avoir menti sur son amélioration. La vérité est plus dure, il ne lui reste que quelques années au plus. Elle dit à son fils qu'elle ne voulait rien de plus que de le voir grandir, de rencontrer ses enfants un jour, de simplement passer un peu plus de temps ensemble. La maman de notre héros s'excuse à nouveau de ne pas avoir la force de rester à ses côtés, et elle lui dit qu'elle l'aime plus que tout au monde. Des larmes coulent sur son visage alors que notre héros est ramené à la réalité. Ses yeux s'ouvrent, mais il se stabilise et regarde le ciel ensoleillé à l'extérieur de la fenêtre. S'asseyant, il se rend compte qu'il est toujours à l'intérieur de la maison de Joken. Un soulagement l'envahit d'être vivant même si c'est ce cauchemar d'enfance qui l'a réveillé. Puis une voix résonne dans sa tête, demandant s'il est enfin réveillé, le prenant au dépourvu. Il demande ensuite au démon où il était ces derniers jours, mais le livre maudit marmonne une excuse à propos des affaires. Au lieu de cela, il retourne la question en demandant ce qu'il a fait pour finir inconscient pendant 2 jours d'affilée. Avant qu'il ne puisse répondre, le démon comprend qu'il s'est faufilé dans l'arène souterraine, a brûlé trop d'énergie et s'est battu contre un monstre. Goldfinger explose, lui criant dessus pour avoir fait une cascade aussi imprudente. Il essaie de minimiser, mais le démon insiste, l'avertissant que son pouvoir ne suffit pas à le ramener une seconde fois. Il le pousse à accorder plus de valeur à sa vie puisque c'est sa deuxième chance après tout, et qu'il ne peut pas la gâcher. Cela fait sourire Joe, et il remercie le démon de veiller sur lui. Goldfinger se détend un peu, puis admet que le monstre qu'il a combattu ne semble pas venir de ce monde. Cette pensée rappelle à notre garçon la fille qu'il a rencontrée dans cet endroit maudit, mais il la repousse car pour l'instant, ce qui compte, c'est de monter de niveau. Juste à ce moment-là, il se souvient de sa récompense de la nuit dernière, et il ouvre immédiatement la mallette pour révéler ses piles de billets frais. Le démon se moque de lui pour avoir risqué sa vie pour de l'argent, mais il répond qu'au moins pour l'instant, il n'a pas à s'inquiéter de ses dettes avant le tournoi. En se regardant, il dit qu'il doit soigner cette blessure avant de retourner à l'école. Se frottant la tête, il se plaint de devoir encore aller à l'hôpital, à la banque et en cours le même jour. À l'hôpital, le médecin l'examine et dit que la blessure guérira rapidement tant qu'il la gardera propre. Remarquant la vitesse de récupération, l'homme demande si notre garçon est un oracle, ce à quoi il répond oui. Immédiatement, le médecin change de ton et essaie de lui vendre un plan d'adhésion. Il le rejette instantanément, demandant plutôt le médicament normal. Se sentant soulagé que la langue du monstre n'était pas venimeuse, il regarde le médecin lui remettre une pommade. Mais dès qu'il prend la bouteille, il se fige et regarde avec incrédulité. Il a demandé au médecin pourquoi la bouteille brillait, mais l'homme lui jette juste un regard étrange, insistant sur le fait que c'est un récipient ordinaire. Mon gars n'y croit pas une seconde, le voyant clairement briller dans sa main. Le médecin essaie de nouveau de lui vendre l'adhésion, disant que les séances de conseil l'aideraient avec ses hallucinations dues au stress, mais il ignore le psy. Dans le couloir, Joe remarque l'étrange flux d'énergie partout. Tendant la main, il la voit briller plus fort et réalise que cela doit être lié à l'énergie stellaire. Se souvenant du combat souterrain, il soupçonne que cette bataille a déclenché une sorte d'éveil. Il sourit alors, pensant que s'il peut vraiment sentir l'énergie stellaire maintenant, il peut l'absorber beaucoup plus efficacement. Juste à ce moment-là, un homme passe en dégageant une aura verte brillante, et Joe se force à agir normalement. Après le passage de l'homme, il jette un autre coup d'œil et se met à transpirer froidement, pensant que l'énergie stellaire de cet homme est d'un autre niveau. L'étranger aux cheveux verts s'arrête, sentant quelque chose, et se demande s'il vient de se faire scanner, mais il laisse tomber. Sur son communicateur, une voix commence à le bombarder, exigeant qu'il traque immédiatement l'étoile extraterrestre. L'homme aux cheveux verts dit à la personne de se calmer car il prévoit de rester dans le pays pendant un certain temps. La voix insiste, lui rappelant que la prophétie du patron a désigné l'étoile extraterrestre comme une menace de niveau boss, qui nécessite une surveillance constante. Glissant ses lunettes de soleil, l'homme aux cheveux verts sourit et dit que le patron s'inquiète trop. Il déclare que si l'étoile extraterrestre est vraiment leur ennemi, alors il l'écrasera sans hésitation. Le lendemain à l'école, le directeur commence à gronder notre garçon pour avoir séché les cours et ses appels. Il s'excuse et dit qu'il a été pris dans des affaires personnelles. Le directeur adoucit son ton, montrant plus d'inquiétude que de colère, mais il le rassure et lui demande si c'est à propos du tournoi. Le vieil homme secoue la tête et explique qu'il a pleinement confiance en lui pour le tournoi. Au lieu de cela, il demande si l'école peut l'aider s'il a de vrais problèmes. Il rappelle à notre garçon que la priorité de l'école est d'aider et de soutenir les oracles d'élite.
Joe sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter, promettant de tout donner dans le tournoi, ce qui finit par apaiser le directeur. Un peu plus tard, Shen et Su se précipitent pour le rattraper, lui demandant ce qui s'est passé. Shen se souvient que notre garçon avait mentionné une technique de combat auparavant, puis fouille dans ses poches. Sortant une carte de crédit, il explique qu'ils ont réussi à réunir 300 000 pour lui, qu'il pourra toujours rembourser plus tard. En entendant cela, il se fiche de surprise après avoir réalisé à quel point les deux avaient pris ses paroles au sérieux. Il les remercie, mais admet qu'il a changé d'avis sur l'acquisition de cette technique. Juste à ce moment-là, Wenao apparaît, l'air inhabituellement timide, et offre 50 000 en guise d'excuse pour son comportement antérieur. Notre héros le remercie pour sa pensée tandis que Su commence à interroger le roux, lui demandant s'il a un motif caché louche. Wenao admet qu'il voulait seulement se faire pardonner d'avoir traité Joe de fraudeur et espère maintenant qu'ils pourront être amis. Su se penche et lui chuchote à l'oreille, lui demandant s'il devrait laisser le gars se joindre, et il hausse les épaules, disant que cela ne le dérange pas. Su se tourne ensuite vers Wenao et lui demande si ça lui va d'être le 4e membre, et il répond que le classement n'a pas d'importance pour lui. Shen essaie instantanément de le materner, lui disant d'aller chercher une bouteille d'eau, ce qui déclenche une discussion animée entre les deux. Joe sourit simplement, réalisant qu'il s'est fait de bons amis. La scène avance ensuite rapidement où on le voit courir sur un tapis roulant, se souvenant que les oracles absorbent plus d'énergie pendant l'entraînement physique. Cependant, le taux d'absorption s'avère douloureusement lent. Même avec l'équipement d'entraînement en place, la majeure partie de l'énergie fuit toujours. Joe se dit. Ce doit être la raison pour laquelle tant de gens ne dépassent jamais le niveau 1 et se dit qu'il a besoin d'une meilleure méthode rapidement. C'est alors que Shen intervient et suggère un match en double, affirmant que cela fonctionne bien mieux qu'un entraînement solo ennuyeux. Il apparaît soudainement à notre héros que Shen pourrait être sur quelque chose puisqu'il a éveillé sa nouvelle capacité pendant ce combat. Avec cette pensée, il ordonne à Shen de rassembler tout le monde. Quelques instants plus tard, Shen et Su lancent une attaque combinée contre lui. Il les repousse, se sentant satisfait des résultats avant de dire aux deux de se reposer. Il souligne qu'ils s'y sont mis depuis plus d'une heure déjà alors que Shen et Su allaient pour reprendre leur souffle. Su avoue qu'elle pensait qu'il plaisantait quand il a mentionné un combat à 1 contre 2, et Shen ajoute que cette méthode d'entraînement est incroyablement efficace. Il regarde ensuite Wenao, disant que c'est son tour maintenant, et le roux sourit, plus que prêt à plonger. En regardant le groupe, Joe conclut que la théorie est correcte puisque le taux d'absorption de chacun monte en flèche, et qu'ils monteront de niveau plus vite que jamais. Quant à lui, avec un taux d'absorption naturellement élevé, il peut pousser le test plus loin. Dans ce monde, les suppléments sont dilués pour assurer leur sécurité. Mais même dans ce cas, les personnes ayant une faible absorption bénéficient à peine de leur utilisation. En revanche, la compétence d'emprunt de pouvoir est 100 fois plus concentrée que n'importe quel supplément. Et s'il l'absorbe imprudemment, son corps exploserait littéralement. Mais s'il pouvait contrôler le flux et l'absorber lentement, alors monter de niveau à une vitesse folle pourrait réellement être possible. Avec ce pari en tête, Zhu active la compétence, libérant immédiatement de fortes vagues d'aura. La force brute de l'énergie le prend au dépourvu, mais c'est logique puisque la capacité lui permet d'augmenter de 2 niveaux en une seule fois. Cependant, il force l'énergie dans un mince flux contrôlé et commence à l'absorber. Son corps se bloque sous la tension, chaque muscle hurlant sous la pression écrasante. Concentrant toute sa volonté, Joe note à quelle vitesse l'énergie le remplit plus vite que tout ce qu'il a jamais ressenti. Puis la panique frappe et son corps a l'impression qu'il va éclater. Ne voyant pas d'autre choix, il pointe sa main vers le haut et libère le surplus. L'énergie explose en vagues, forçant ses amis à se protéger de la pression écrasante. Ils n'en reviennent pas de ce dont ils sont témoins, marmonnant sous le choc de la façon dont Joe est soudainement devenu aussi surpuissant. C'est alors que Golfinger apparaît parce qu'il est attiré par la perturbation. Le démon se fige devant le spectacle qui s'offre à lui. Joe, trempé de sueur, lui dit calmement qu'il a réussi à absorber le pouvoir. Le démon a du mal à croire que le garçon a réussi et se demande ensuite à voix haute si Joe est vraiment son âme sœur tant attendue. Il demande au patron s'il a dit quelque chose, mais le patron change de sujet en disant qu'il est juste heureux que notre garçon ne soit pas mort. Après avoir entendu tout ce remue-ménage, l'entraîneur arrive en courant et demande ce qui s'est passé, et Su lui dit que c'est Joe qui a libéré toute cette énergie. L'entraîneur est surpris de voir la quantité d'énergie stellaire, et il dit immédiatement aux assistants d'apporter l'appareil de mesure. Après avoir mesuré le pouvoir de notre héros, ils se rendent compte qu'il est déjà devenu un oracle de niveau 3. Au début, l'entraîneur n'en croit pas ses yeux, mais il se précipite ensuite vers le bureau du directeur pour lui en parler, car c'est le premier oracle de niveau 3 que l'école voit depuis très longtemps. Pendant ce temps, Su lui demande comment il peut monter de niveau si rapidement et lui demande de lui enseigner la méthode. Il lui dit que c'est à cause de tout l'entraînement qu'il a fait, et il décide que la prochaine fois, il le fera en privé afin de ne pas causer de problèmes inutiles. En entendant cela, tous les trois sont excités, et ils augmentent l'intensité de leur pratique. D'un autre côté, notre garçon demande au patron pourquoi il ne s'est pas fâché contre lui cette fois-ci. Il dit que maintenant il s'y est habitué. Golfinger peut utiliser tous ses pouvoirs s'il veut juste monter de niveau rapidement, car il a besoin que Joe devienne plus fort,
mais il dit au démon qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il a stocké une montagne d'énergie stellaire, et une fois qu'il se sera installé dans cette nouvelle force, il va encore monter de niveau. Simple comme bonjour. Le patron entend cela et devient complètement silencieux. Le temps passe vite et la compétition approche, et notre héros s'entraîne comme une unité absolue jusqu'à ce que finalement, le grand jour arrive. Toute l'équipe est en effervescence lorsqu'elle entre dans la salle. Sue est excitée parce qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle soit réellement arrivée ici et dit que sa mère serait fière. Shen étale ses connaissances, soulignant que cette année, il y a la plus grande foule de participants à ce jour. Wenao intervient et lui demande s'il est prêt pour le niveau 4. Le type est dégoûté de ne pas avoir monté de niveau à temps pour participer, mais Joe hausse simplement les épaules. Les mots du principal résonnent encore dans sa tête, il faut tout donner. Et si les choses deviennent trop compliquées, abandonnez simplement. Il n'y a pas de honte à vivre pour se battre à nouveau. Étant donné que les arènes pour les niveaux 3 et 4 sont séparées, ils se séparent tous les trois, le laissant se préparer seul. Pendant ce temps, le directeur et l'entraîneur arrivent dans la zone VIP, regardant autour d'eux comme des enfants dans un magasin de bonbons. L'entraîneur glousse, disant que c'est le genre de luxe qu'ils attendaient. Tout cela grâce au fait que leur école envoie enfin un combattant dans le niveau 4 aujourd'hui. Soudain, le directeur Wang apparaît et félicite le directeur pour avoir formé 2 étudiants de haut niveau en quelques mois seulement. Le directeur agit humblement et dit que cela n'a rien à voir avec lui. Tout cela grâce au travail acharné des élèves. Il les a seulement aidés à répondre à leurs besoins. Il remercie également Wang pour son aide car il lui a donné toutes les informations clés sur la compétition. Après la réforme, le gouvernement a annoncé des subventions pour les écoles gagnantes. Et à cause de ces subventions, la difficulté du tournoi augmentera également. Soudain, un type arrogant dit qu'un plouc s'est frayé un chemin jusqu'au salon VIP et provoque tout ce remue-ménage. Le directeur veut lui répondre, mais Wong l'arrête et lui dit de ne pas se frotter à eux car ce sont tous des directeurs d'école qui ont déjà remporté cette compétition auparavant. Le directeur dit que tout cela appartient au passé, et personne ne sait vraiment qui remportera cette compétition. Le type aux cheveux blancs dit à Ou de profiter de cette scène pour la première et la dernière fois afin qu'il puisse s'en souvenir clairement. L'entraîneur demande au directeur si les élèves vont bien car ils participent à une compétition de si haut niveau pour la toute première fois. Ou demande alors à l'entraîneur ce qu'il pense de ses élèves. Il répond qu'ils sont tous talentueux, et Joe est un prodige qui est beaucoup plus talentueux que n'importe quel génie. Le directeur lui dit qu'ils doivent juste croire les élèves. Dans les tribunes, la classe encourage Joe, mais elle s'inquiète pour lui, et elle est vraiment nerveuse car elle est venue ici pour la toute première fois. Au début, elle n'arrivait pas à croire que notre garçon participait à la compétition, mais maintenant elle est là pour l'encourager. Il y a une semaine à l'école, elle pensait que Joe était devenu l'étoile montante de l'académie. Elle ne pouvait plus le rencontrer car maintenant il ne s'occuperait plus de personne de la classe inférieure. Tout en pensant à tout cela, elle est sur le point de s'effondrer sur le sol, mais notre héros apparaît et la rattrape juste à temps. Il lui demande si elle va bien, et elle le remercie, puis lui demande ce qu'il fait ici. Il lui dit qu'il l'a vu, alors il est venu lui dire bonjour. Elle admet qu'elle pense maintenant qu'il fait partie de l'élite et qu'il ne rencontrera plus jamais personne de la classe inférieure. Il lui dit que les amis sont pour toujours, et quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas être changés. En entendant cela, elle se sent heureuse et pense que Joe n'a pas changé du tout, et qu'il peut gagner le tournoi à coup sûr. L'annonceur déclare que les concurrents arrivent sur scène, et le délégué de classe est tout excité après avoir vu notre garçon sortir avec les autres. L'annonceur dit qu'il souhaite la bienvenue à tous à la compétition d'échange de cette année, et cet événement sera organisé par lui et sa partenaire, Lilian. En entendant ce nom, la foule devient absolument folle car elle est l'une des idoles les plus célèbres de tout le pays. La diva dit qu'elle est ici pour travailler dur, et aujourd'hui elle n'est qu'une annonceuse ordinaire car les concurrents sont les vraies stars de cette compétition. Après cela, l'annonceur explique les règles. Sur 12 académies, il y a 48 concurrents, 16 dans le niveau 4 et les 32 restants dans le niveau 3. Il dit que la salle est réservée au niveau 4, et les classements seront basés sur les scores des 2 niveaux, qui seront ensuite convertis en points. Les concurrents s'affronteront un par un, et le gagnant passera à l'étape suivante. Il affrontera ensuite le vainqueur de l'autre match jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul combattant. Le temps limite est de 30 minutes, et le match se termine lorsqu'un concurrent se rend ou n'a plus la capacité de se battre. Lilian dit que les règles du tournoi de cette année sont beaucoup plus strictes mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter et dit à tout le monde de regarder tout en haut du pilier. La foule s'excite lorsque BYE, la célébrité de rang S, s'assoit dans la salle. Pour montrer sa puissance dominante, il secoue négligemment le sol avec juste un doigt. L'annonceur explique que le maître a mis en place cet anneau spécial qui protège le public des attaques parasites. Il peut donc également réparer l'anneau instantanément après chaque match. Il dit également aux concurrents de porter les gemmes car elles servent de certification de concurrents et peuvent également les protéger dans des conditions dangereuses. Tout le monde murmure qu'un rang S est vraiment terrifiant, et notre garçon pense que son pouvoir est presque égal à celui de Gojo. Le type a l'air tellement insouciant qu'il ne se sent même pas nerveux. L'idole dit que les résultats seront affichés sur les écrans et elle annonce officiellement que la compétition commence maintenant. Le tout premier match se termine en seulement 17 minutes, et le vainqueur est Xiaoran.
Le directeur dit qu'il n'arrive pas à croire qu'un oracle de rang S supervise personnellement le tournoi, ce qui signifie que les matchs de cette année vont être incroyablement difficiles. Le directeur Wang dit que c'est à cause de la différence entre le niveau 4 et le niveau 3, car les oracles de niveau 4 ont déjà une maîtrise complète de leur technique de combat. Les écoles célèbres sont si riches qu'acheter des techniques de rang C est pratiquement une routine quotidienne pour elles. La seule raison pour laquelle ils sont toujours capables de gagner le tournoi est qu'ils utilisent l'argent de la subvention pour fournir à leurs concurrents les meilleures potions et techniques de combat. Mais cette année, les choses sont sur le point de changer complètement. Le 5e match oppose Lankin à Lisei, et Qin est en train de jouer avec son adversaire en esquivant chacune de ses attaques. Puis elle utilise une technique de combat basée sur une capacité et maîtrise son adversaire avant de porter le coup final et de gagner le match. La foule s'excite en regardant cela, et beaucoup de gens pensent qu'elle utilise secrètement une sorte de magie. En voyant cela, le directeur est tout choqué car ce genre de capacité ne peut être obtenu que par un oracle de rang supérieur. Le directeur Wang se sent fier et dit qu'elle est un prodige qui a réussi à obtenir cette capacité à un plus jeune âge. Le principal Ao lui dit que ça n'a pas d'importance même si elle a une telle capacité, mais Wang le nargue en lui demandant pourquoi il a essayé de la recruter si c'est vrai. Le principal y répond que ce n'est qu'un éveil précoce et rien de plus. Dans le 6e match, Wang ne permet même pas à son adversaire d'attaquer et met fin au match en seulement 5 secondes. Voyant cela, la foule pense que l'oracle flamboyant gagnera très probablement le tournoi de cette année également. L'autre principal pense que personne ne peut être comparé à l'étudiant qui est personnellement enseigné par le principal Li. Pour se montrer, Li dit que les chiens qui aboient ne mordent pas, mais Wang lui dit d'attendre et de regarder à la place. Wu pense que cette bataille est complètement hors de leur portée car ils sont si mal classés que même se qualifier pour ce tournoi est déjà un miracle. Il peut garder la tête haute si Joe gagne un seul match ou au moins fait le spectacle. Après la fin du 7e match, notre héros est le prochain concurrent et se demande quel genre de combattant sera son adversaire. Golfinger lui dit d'emprunter ses pouvoirs et de terminer le match rapidement. Mais il dit que s'il fait ça, il attirera l'attention de tout le monde, et il pourrait avoir de vrais problèmes s'il est enquêté. En se dirigeant vers le ring, il rencontre Qin. Elle lui dit qu'il n'a pas de chance d'être dans le dernier match parce que son adversaire est l'un des plus forts, et sa technique de combat est si puissante que même un oracle de rang D ne peut pas complètement l'endurer. Notre garçon demande s'il n'est pas dangereux d'utiliser une technique aussi puissante dans les matchs de bas niveau. Qin lui explique que la pierre précieuse peut bloquer une attaque mortelle, mais il subira quand même beaucoup de dégâts car c'est la dure réalité de la compétition. Cela dit, il demande pourquoi elle l'aide, et elle lui dit qu'ils sont alliés parce qu'ils partagent le même objectif. C'est de tabasser tous les idiots arrogants. Avant de partir, elle dit qu'elle espérait qu'il l'aiderait. Mais puisque son adversaire est si puissant, ce serait formidable s'il pouvait au moins l'épuiser un peu. En entendant cela, il commence à se demander si son adversaire est vraiment aussi fort qu'elle le fait croire. Enfin, le dernier match du premier tour est sur le point de commencer, et la foule applaudit bruyamment alors que notre garçon entre sur le ring. Il pense que ça ressemble à un accueil chaleureux. Mais en réalité, ces acclamations sont pour le concurrent laid qui fait une entrée comme un décrocheur des Avengers. L'annonceur dit que personne ne s'attendait à ce que le dernier match mette en vedette l'échec. Il est devenu oracle à seulement 12 ans, et en seulement 4 ans, il est passé à un oracle de niveau 4. Il a également reçu un certificat national ainsi qu'une invitation de guilde. Il ne serait pas faux que quelqu'un l'appelle le meilleur combattant de cette nouvelle ère. En le voyant entrer sur le ring, la foule devient complètement folle et commence à l'acclamer. Le représentant de classe s'inquiète car pas une seule personne n'acclame notre garçon. Un gars au hasard dans la foule lui dit que Lé a tellement de fans parce qu'il est à la fois fort et beau. Au contraire, son adversaire ressemble juste à un type au hasard avec un mauvais tempérament. En l'entendant dire cela, elle répond qu'elle soutient Joe parce qu'il est un garçon vraiment gentil et doux. Après cela, les deux commencent à se disputer, et tous ceux qui les entourent commencent à se demander ce qui se passe exactement. Tout le monde est excité de voir comment le génie se comportera dans ce match et s'il peut même battre l'invaincu Lianguang Academy. L'annonceur dit que le match va commencer maintenant, mais Lilian l'interrompt en demandant s'il a oublié de présenter l'un des combattants. Il s'excuse rapidement et admet qu'il a oublié dans toute cette excitation. Après cela, il présente Joe comme la star de Lady Oracle Academy, et que c'est la première fois que son académie participe à la compétition. À part ça, il n'a rien d'autre de notable sur lui. Cela lui fait se demander si l'école aurait dû au moins lui acheter une technique avant que le tournoi ne commence. La foule commence à mal parler de lui et à penser comment quelqu'un comme lui pourrait jamais se battre contre un génie. Le gars au bandana éclate de rire et nargue bruyamment le représentant de classe. Pendant ce temps, le principal dit au principal qu'il est assez malheureux qu'ils doivent affronter l'étoile montante de leur académie dès leur première année, mais il ne devrait pas s'inquiéter car tout se terminera rapidement. Wang dit à Wu que tout le monde doit commencer quelque part, alors il a juste besoin de l'ignorer et de rester calme. À l'intérieur du ring, Lé lui dit qu'il se sent mal pour lui parce que lors de son tout premier tournoi, il doit l'affronter. Mais Bro lui dit de faire très attention au combat. Soudain, il se précipite vers notre garçon et arrive juste à ses côtés. Il dit qu'il va commencer ce match en utilisant seulement 10% de sa puissance totale. Parce que même s'il perd son premier combat,
il peut encore avoir l'air au moins un peu correct. Lee pense qu'il fait le gentil, mais il est agacé car il lui a déjà dit une fois de se battre normalement. Juste à ce moment-là, l'annonceur dit que le génie ne peut pas retenir son enthousiasme et annonce que le dernier match du premier tour commence maintenant officiellement. Avec ça, Lee utilise sa vitesse pour attaquer notre garçon, et il se déplace si vite qu'on dirait qu'il a utilisé le jutsu de clone d'ombre pour faire plusieurs copies de lui-même. En plus de ça, ils attaquent tous au même moment. Chaque concurrent qui regarde pense qu'il va être extrêmement difficile de battre le génie, et le principal Wu pense que personne ne peut le battre. Le génie pense que notre garçon ne bouge pas parce qu'il ne peut pas le voir, et il croit que le seul qui pourrait lui donner du fil à retordre est Wang. Pensant que c'est enfin la fin, il se prépare à porter le coup de grâce. Mais quand il s'approche, Joe lui demande s'il ne va pas esquiver avant de lui donner sauvagement un coup de poing en plein visage. Voyant cela, tout le monde est choqué de voir comment cela peut même arriver. Notre garçon a en fait contré l'attaque de Lee et a atterri un coup de poing en un instant. Le génie peut généralement esquiver n'importe quelle attaque avec sa vitesse, mais la principale question maintenant est de savoir s'il a juste été négligent ou s'il n'a pas réussi à esquiver. Tout le monde dans la foule commence à penser que notre garçon a utilisé une sorte de piratage parce que personne d'autre ne peut jamais frapper le génie. Voyant cela, il se demande s'il a enfreint une sorte de règle cachée disant qui peut porter le premier coup. Wong dit au principal que son étudiant a clairement des compétences impressionnantes. Le principal Wu dit qu'il doit tricher parce que personne n'est plus rapide que Lee, mais le principal répond que s'il trichait, alors les supérieurs les auraient déjà attrapés. Le principal lui dit de se taire parce qu'il donne un très mauvais exemple avec ses pleurnicheries et ses jappements. Il suggère qu'il devrait regarder tranquillement le match car ce n'est pas encore fini. À ce moment-là, le Pikachu crie également en insistant sur le fait qu'il n'a pas encore fini. Il admet qu'il n'a pas pris Joe au sérieux auparavant et jure maintenant de se donner à fond. La foudre s'enroule autour de lui alors qu'il charge une autre frappe, criant que ses pouvoirs sont à peine sous contrôle. Lee continue d'invoquer encore plus d'éclairs, mais notre garçon reste calme, ne clignant même pas des yeux. Il trouve presque amusant que Lee ait autant d'énergie stellaire en lui. Soudain, un éclair jaune passe devant Joe, le prenant par surprise. Le gars dévie contre la barrière et rebondit dans l'arène comme un flipper hyperactif, gagnant en vitesse à chaque frappe. L'annonceur crie que Lee est sur le point de déchaîner son atout, tandis que Lilian continue d'ajouter des remplissages inutiles. Lee sourit, convaincu qu'il a déjà le vent en poupe, et plonge d'en haut pour donner un coup de pied surpuissant. Notre garçon ne prend pas la peine d'esquiver ou de se défendre. Au lieu de cela, il lance calmement un seul coup de poing directement dans le visage de Lee. L'élan combiné de sa charge envoie Lee s'écraser de manière incontrôlable sur le sol de l'arène. Joe lui crie qu'il aurait dû attaquer plus tôt quand il avait encore une chance de victoire. L'annonceur déclare alors que Pikachu est de nouveau à terre. Cette fois, la pierre devient rouge, confirmant que le Pokémon est incapable de se battre. Alors que l'annonceur célèbre la victoire de Joe, il se demande brièvement s'il va bien que la pierre aurait dû empêcher tout décès. La foule éclate, stupéfaite de la rapidité avec laquelle le match s'est terminé. Les étant vaincus, Chin entre pour le deuxième match de quart de finale et remporte la victoire sans transpirer. Ensuite, c'est Wong, qui écrase facilement son adversaire sans transpirer. La foule trouve la force de la bête imparable, mais la plupart des regards se tournent vers Joe. Le gamin aux cheveux ébouriffés leur lance alors un regard noir qui fige toute la section de peur. Lors du quatrième match, Ran, d'une autre école Oracle, affronte notre garçon et livre un combat acharné. Cependant, Joe esquive chaque coup avec une précision de vétéran. Il termine le combat avec un léger coup de poing à la tête de Ran, l'envoyant s'écraser au sol. Observant d'en haut, les officiels commentent que notre garçon n'a encore utilisé aucune technique de combat, se fiant uniquement au contrôle de l'énergie brute. L'un d'eux se demande s'il ne cache pas son vrai niveau ou, pire, s'il ne prend pas de drogue, ce qui constituerait une violation grave du règlement du tournoi. De retour dans l'arène, l'annonceur commence à faire monter l'ambiance pour les demi-finales, annonçant Joe contre un autre combattant, Lou. Il s'arrête en plein milieu de sa phrase alors que des officiels en costume sombre montent sur scène. Le public murmure, confus, se demandant qui ils sont. Un inspecteur ordonne à notre héros de porteur un équipement spécial et de libérer son énergie stellaire. La foule réalise qu'il s'agit des inspecteurs du tournoi et commence à s'agiter, soupçonnant Joe d'être accusé de triche. Le garçon commence à transpirer, craignant d'être allé un peu trop loin, et prend note de limiter ses pouvoirs. Les inspecteurs lisent les résultats, qui indiquent que les lectures sont stables et dans les limites. Ils annoncent ensuite à la foule que le candidat ne triche pas. Ils s'éloignent ensuite, et l'annonceur crie alors avec incrédulité que notre héros est officiellement confirmé comme niveau 4, et que la demi-finale est autorisée à commencer. La foule assimile cela pendant un moment, puis s'emballe en réalisant que notre héros est réellement légitime. De l'autre côté de la scène, Liu commence à trembler et son visage pâlit alors que la réalisation le frappe. Lorsque le match commence, il se termine instantanément lorsque Joe l'assomme d'un seul coup décisif. L'annonceur perd presque sa voix en criant dans le micro, tandis que Lilian continue d'ajouter des remplissages inutiles. Dans les tribunes, le principal Wang se tourne vers notre principal, le félicitant d'avoir produit un tel monstre d'étudiant. Le type accepte avec suffisance toutes les remarques,
et les autres directeurs qui se moquaient autrefois de lui se précipitent pour le féliciter également. Il sourit poliment, bien que l'attention le mette un peu mal à l'aise. De l'autre côté, Liu regarde avec une irritation évidente, agacé par la foule soudaine de l'Eshbot. Notre principal s'autorise un sourire fier, pensant que Joe a vraiment tenu sa promesse et a défendu l'honneur de leur école. De retour sur le terrain de l'arène, la dernière demi-finale est annoncée, et Chin monte sur scène avec une détermination tendue. En face d'elle, Wong s'avance, les yeux brillants d'une faim de prédateur, comme s'il venait de repérer sa prochaine proie. Les juniors de Chin hurlent des encouragements depuis les tribunes, distrayant la bête pendant une fraction de seconde. Elle repère l'espace dans sa garde et se lance en avant, chargeant son attaque. Avec une main de nuage fluide, elle frappe l'attaque dans sa poitrine. Hang ne trébuche pas, semble seulement légèrement irrité, puis la regarde fixement. Sa confiance commence à s'effondrer alors que la panique s'installe, réalisant que le coup l'a à peine égratigné. Wong serre son poignet avec facilité, lui demandant si elle pense honnêtement avoir du talent. Qin rétorque, lui disant de s'en aller, et enfonce son coude dans son visage. Il ne cligne même pas des yeux et dit qu'il trouve cette situation hilarante. Le désespoir alimente son prochain mouvement alors qu'elle charge une autre explosion et le lie fermement avec sa magie jusqu'à ce qu'il ressemble à une momie. Elle utilise ensuite des coups de pied de style vent et frappe son corps enveloppé avec des coups implacables. Pendant un instant, elle se détend un peu, convaincue que tous ses coups ont atterri et ont dû faire des dégâts. Cet espoir s'anéantit instantanément lorsque Wong se tient soudainement derrière elle comme un fantôme, vidant le sang de son visage. Elle essaie de se retourner avec incrédulité, se demandant comment il a bougé si vite, mais il est déjà trop tard. Il enfonce son poing en utilisant ses arts de rage de sang et l'envoie voler dans la barrière, l'ouvrant en la fissurant. Alors que les éclats se dispersent, Chin tombe à genoux, à peine capable de respirer tandis que l'annonceur déclare que Wong a maintenant le dessus. Ses juniors détournent leurs yeux larmoyants car ils ne peuvent pas supporter la vue de la voir se faire absolument décimer. Le principal Wong serre les poings, suppliant silencieusement son élève vedette de persévérer. Chin reste immobile alors qu'elle fixe l'étiquette rouge posée à côté d'elle. Sa voix tremble alors qu'elle murmure qu'elle ne peut pas se permettre de perdre. La vue de l'étiquette rouge la plonge alors dans un flashback à l'école, où elle est entrée dans une pièce bourdonnante d'étudiants inquiets. Une fille qui pleurait lui a dit que si l'académie fermait, elle serait obligée d'abandonner malgré son rêve de devenir oracle. Elle entoure ensuite les deux filles de ses bras dans une étreinte rassurante, promettant de ne pas laisser cela arriver. Chin a juré à l'époque qu'elle gagnerait le tournoi pour apporter à l'académie les fonds dont elle avait besoin pour rester ouverte. Bien que la fille aux cheveux noirs ne semble pas convaincue, Chin a insisté sur le fait qu'elle n'était jamais revenue sur sa parole. La fille a ensuite fouillé dans sa poche et a sorti un charme rouge, fait à la main pour porter bonheur. Ce moment a réchauffé le cœur de Chin, et elle a promis de se battre avec tout ce qu'elle avait. De retour dans le présent, elle tend la main vers le charme, murmurant à nouveau qu'elle a fait une promesse. Wong s'en fiche et piétine le porte-bonheur sans aucun soin, se moquant de savoir si c'est tout ce qu'elle représente. Il lui donne ensuite des coups de pied brutaux tandis que ses mains restent enfouies dans ses poches. Son cristal devient rouge et elle tombe inconsciente, mais Wong continue de la narguer. L'annonceur crie que le combat est terminé, mais la bête lève à nouveau le pied, prête à l'écraser. La foule commence à paniquer et l'annonceur crie à quelqu'un de l'arrêter. Les spectateurs regardent avec horreur, se demandant ce que le monstre prévoit de faire. La voix du principal Wong se brise alors qu'il supplie quelqu'un de sauver son élève. Un officiel exige que le maître agisse, mais le type reste calme, affirmant que la situation est sous contrôle. Pendant ce temps, Wong écrase son pied avec une force sauvage, creusant un cratère dans l'arène. Cependant, ses yeux s'écarquillent et il réalise que sa cible a disparu. Notre héros se tient maintenant là avec Chin dans ses bras, l'ayant sauvé à temps. Il interpelle la bête, lui demandant si c'est le genre d'intimidation que son école enseigne. Wong se retourne, la fureur rageant dans ses yeux, et crie le nom de Joe. L'annonceur crie de soulagement, déclarant que notre garçon a sauvé Chin juste à temps. Le principal Wong se précipite pour tenir son élève blessé, remerciant le ciel pour sa survie. La foule devient agitée car elle est incapable de croire que la bête a réellement essayé de la tuer après qu'elle ait perdu. Wang s'en fiche et s'avance vers notre héros, déclarant hardiment qu'il va tuer quiconque ose bloquer son chemin. Cette arrogance allume finalement un feu chez Zhou. Notre garçon lui lance un regard noir et ose la bête à tenter sa chance. Les médecins de garde emmènent la fille en fauteuil roulant tandis que l'annonceur exhorte le personnel à réinitialiser rapidement l'arène pour le prochain combat. Dans les tribunes, les amis de notre garçon se rassemblent avec le représentant de classe. Shen demande comment les choses se présentent jusqu'à présent, et elle répond que Joe a déjà atteint la finale, bien qu'elle admette que quelque chose ne va pas chez l'adversaire. L'ami de notre principal avertit notre garçon d'être prudent, puis crie à notre héros de ne pas sous-estimer qui il affronte. Motivé, Joe lui assure qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Dans l'arène, Wong se moque de notre héros parce qu'il pense avoir une chance, mais il rétorque que ce type parle trop. Il ricane et demande si la bête est vraiment là pour se battre ou juste pour jacasser. Alors que les deux camps se préparent, leurs auras s'embrassent sauvagement, transformant cela en une épreuve de force énergétique. L'annonceur déclare que le match a officiellement commencé.
Wong ne perd pas de temps et lance un coup de poing soudain, mais notre héros l'encaisse comme si de rien n'était, son corps ne bougeant même pas. La bête ricane, se moquant du fait qu'il pensait que Joe serait plus coriace, mais notre garçon rétorque instantanément qu'il lui a volé les mots de la bouche, laissant le type en sueur. Bro insiste encore plus, demandant si c'est vraiment le niveau de quelqu'un qui a remporté le tournoi précédent. Il essaie ensuite de l'attraper, mais Wong parvient à peine à esquiver. Wong active sa compétence de rage sanguine, chargeant son poing alors que les deux commencent à se frapper à pleine vitesse, aucun des deux ne voulant céder un pouce. L'annonceur s'exclame avec incrédulité qu'il n'a jamais vu un combattant de niveau 4 se battre aussi férocement auparavant. Même les camarades de classe de Zhu sont stupéfaits, réalisant que notre garçon s'est retenu pendant tout leur combat d'entraînement. De retour dans l'arène, Zhu plante un énorme uppercut directement dans la mâchoire de Wong. Son professeur et son directeur regardent, les yeux écarquillés, luttant pour croire que leur propre élève est aussi fort. Du sang gicle de la bouche de Wang alors qu'il se demande comment une centrale comme lui pourrait être repoussée aussi loin. Cette pensée ne fait qu'alimenter sa rage, et il pousse sa capacité encore plus haut. Golfinger apparaît alors, soulignant que le type force littéralement de l'énergie stellaire dans son corps pour augmenter sa force. Dans l'instant suivant, Wong disparaît en un éclair, mais Joe suit ses mouvements. Il prépare ensuite un coup de coude et pense que la vitesse est inutile contre sa compétence de perception. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, un fonctionnaire demande nerveusement au maître s'il devrait vérifier le niveau de Wong, car il augmente anormalement vite. Calme comme toujours, il explique qu'il s'agit simplement des arts martiaux de rage sanguine de sa famille qui le font monter d'un niveau, donc ce n'est pas de la triche. Puis il admet que la vraie curiosité réside dans notre garçon qui ne s'est toujours pas donné à fond, et le maître ne peut s'empêcher de se demander jusqu'où ce gamin peut aller. De retour sur le ring, les deux combattants continuent de lancer des coups de poing rapides comme deux accros se battant pour une frite. Les amis de Joe regardent avec les nerfs à vif, Shen criant que notre héros est repoussé. Le roux le corrige rapidement, disant que Joe dévie en fait parfaitement les coups de poing de la bête. Dans l'arène, notre héros reste concentré, esquivant et se faufilant à travers les coups, cherchant son ouverture. Puis Joe riposte finalement avec un coup de poing écrasant qui oblige la bête à bloquer avec tout ce qu'il a. L'impact à lui seul fit sur le sol et fait déraper Wong un peu en arrière. Notre garçon enchaîne avec un autre coup violent, et Wong dit alors que Joe est le premier combattant à le pousser aussi loin. Alimenté par la fierté et la rage, il augmente encore plus ses arts sanguins, criant qu'il est toujours le plus fort. Inébranlable, notre héros le provoque en retour, lui demandant si c'est tout ce qu'il a à offrir. Puis il active la compétence d'emprunt de pouvoir, et son niveau commence également à augmenter. Les deux puissances s'affrontent à nouveau, leurs poings les démangeant déjà d'en découdre. Zhao se rend compte qu'il peut maintenant clairement lire le schéma d'attaque de son adversaire. Grâce à ses compétences de perception, il remarque également que le point faible de la bête est son cœur. Sans perdre de temps, notre garçon enfonce un coude directement dans la poitrine du type, faisant écarquiller les yeux de la bête sous le choc. Le coup lui coupe le souffle, mais Joe n'en a pas encore fini. Il enchaîne immédiatement avec une autre attaque, forçant Wong à se défendre. La bête bloque coup de poing après coup de poing, chacun plus lourd que le précédent, tout en pensant avec incrédulité que la vitesse et la puissance de notre héros continuent d'augmenter. Le type refuse d'accepter la défaite et pousse ses arts sanguins au-delà de ses limites. Notre garçon déclare alors que le combat est déjà décidé et charge son poing avec de l'énergie stellaire pure. Wong lui crie de mourir et envoie un coup de poing massif de son propre chef. Leurs poings se heurtent, déclenchant une énorme explosion qui projette des ondes de choc à travers l'arène. Les spectateurs lèvent les bras pour se protéger de la violente explosion. Le directeur est rivé à la bataille, exigeant frénétiquement de savoir ce qui vient de se passer. Alors que la fumée se dissipe, l'annonceur crie que Wong est toujours debout. Mais dans l'instant suivant, la bête s'effondre et son cristal tombe au sol, qui est maintenant rouge. Le dernier debout n'est autre que notre garçon. Avec cela, Light School revendique officiellement la première place dans la catégorie niveau 4 ainsi que tout le championnat. Les amis de Joe commencent à célébrer fort, criant qu'ils ont enfin gagné le tournoi. Son professeur et le directeur l'applaudissent également, criant qu'il a rendu leur école fière. Des larmes coulent sur le visage du directeur alors qu'il déclare qu'ils n'auront plus à mendier de l'argent, tandis que son professeur a une réaction impassible face à sa réaction dramatique. Les mêmes directeurs qui se moquaient de lui plus tôt se précipitent maintenant pour le féliciter, léchant sans vergogne les bottes pour sauver la face. Pendant ce temps, le directeur de Wong est furieux de l'humiliation, et même le directeur finaliste de l'année dernière ne sait pas quoi faire. Au grand étonnement du directeur Lee, son soi-disant allié l'abandonne complètement et s'enfuit sans regarder en arrière. Maître B décide également de prendre congé car le tournoi est terminé, et le fonctionnaire le remercie sincèrement pour ses efforts. En sortant, les yeux de B se rétrécissent soudainement lorsqu'il aperçoit deux personnages inconnus qui observent sur le côté. Il se demande immédiatement s'ils sont là pour recruter Joe. Un vieil homme murmure à la fille à côté de lui qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une école aussi reculée produise un tel monstre. Il demande si elle peut faire entrer notre héros dans leur guilde. La fille, Lynn, admet qu'ils étaient amis d'enfance, mais maintenant Joe ne la reconnaît même plus. Malgré tout, elle jure qu'elle utilisera tout ce qu'elle a pour le recruter.
De retour dans l'arène, l'équipe gagnante se tient fièrement alignée sur scène. Les caméras flashent alors que le directeur fait la promotion de la dernière école en direct, profitant de la victoire. Notre héros sourit pour les photos tout en pensant que cela semble plus difficile que le combat réel. Le lendemain, le directeur le met de côté et admet qu'il lui doit une faveur énorme pour avoir remporté la victoire. Fidèle à sa parole, il tend à Joe le cristal noir, ce qui excite énormément le démon. Pourtant, le directeur l'avertit que les principales académies oracles vont l'appeler maintenant et lui rappelle de ne pas oublier d'où il vient. Après leur conversation, notre héros sort du bureau, seulement pour tomber immédiatement sur ses amis. Ils le saluent joyeusement avec des papiers dans leurs mains malgré les vacances d'été. Shen passe un bras autour de lui et explique que toutes les meilleures académies leur ont envoyé des lettres d'admission plus tôt, et qu'ils ont tous été acceptés. Notre garçon les félicite un par un, mais ils insistent sur le fait que le mérite revient vraiment à lui. Shen devient alors sérieux, déclarant hardiment qu'ensemble, ils deviendront la plus grande équipe de l'avenir, ce qui laisse notre héros un peu confus. Su explique rapidement que même s'ils fréquentent différentes académies, ils peuvent toujours se rencontrer et rester ensemble. Joe se contente de sourire, disant qu'il a hâte d'y être car il s'ennuierait à mourir sinon. En marchant, il ajoute qu'il aura certainement besoin de leur aide lorsqu'il devra s'entraîner pour devenir plus fort. Soudain, une autre silhouette sort du coin, les prenant tous au dépourvu. La déléguée de classe les regarde droit dans les yeux avec détermination et demande si elle peut rejoindre la bande elle aussi parce qu'elle veut devenir plus forte à leur côté. La déléguée de classe a les yeux brillants lorsqu'elle entre enfin dans la salle de classe d'élite. Elle remercie notre héros pour son aide, mais il minimise, disant que c'était le directeur. Liu remercie ensuite le directeur, qui répond qu'il est heureux d'aider. Il ajoute qu'il prévoit de mettre ses installations à la disposition de tous et que de nombreux autres changements sont à venir. Après avoir remporté le concours, le directeur a enfin les fonds nécessaires pour faire ce qu'il veut, grâce à ses élèves. Il félicite ensuite tout le monde pour leurs efforts. Alors que la bande plaisante en disant que tous ces changements se produisent juste après leur départ, Su demande à la déléguée de classe pourquoi elle s'entraîne si dur même pendant les vacances et alors qu'il n'y a pas de compétition. Elle raconte son histoire, admettant qu'elle n'a jamais pensé être bonne, mais elle s'est motivée en voyant tout le monde travailler si dur. Elle poursuit en disant qu'elle veut postuler en tant qu'étudiante culturelle spéciale, ce qui a encore une date limite d'un mois, ce qui fait pleurer la fille aux cheveux roses. Su prend alors la main de la déléguée de classe et promet d'aider de toutes les manières possibles. Shen demande à Joe ce qu'il prévoit de faire et s'il s'est déjà décidé pour une école. Il révèle qu'il n'a pas encore reçu de lettre, ce qui prend tout le monde au dépourvu car ils ont tous reçu la leur instantanément des 5 principales académies. Le directeur s'éclaircit la gorge et appelle notre héros, disant qu'il a quelque chose à lui dire. Il lui tend une enveloppe rouge et explique qu'elle est arrivée très récemment. Shen soupire de soulagement, disant qu'il savait qu'il était impossible que notre garçon se fasse duper. Joe lit attentivement la lettre et dit à voix haute qu'elle vient de l'Académie de l'Aube. Tout le monde est choqué par le nom, et la blonde crie que c'est l'académie qui se trouve au sommet de la chaîne. Notre garçon lui demande d'expliquer, alors il passe en mode histoire. Il explique qu'il existe 5 académies majeures qui servent de symbole d'autorité et de force. Cependant, une se distingue de toutes les autres, l'Académie de l'Aube, qui a le pouvoir de débaucher n'importe quel étudiant qu'elle souhaite. Joe demande alors pourquoi il n'y a pas 6 académies au lieu de 5. Le directeur répond que la vraie valeur de cette académie ne peut être mesurée, et qu'elles ont toutes été construites pour combattre la faille. Il devient sérieux en disant que l'information est strictement confidentielle, mais accepte de la leur dire quand même. Vous voyez, la faille est une autre dimension remplie de monstres surpuissants. S'ils parviennent à s'échapper dans le monde réel, l'enfer se déchaînera. C'est pourquoi des émissaires sont envoyés pour éradiquer ces monstres chaque fois que ces portails apparaissent. Bien que nettoyer une faille soit extrêmement rentable, le risque est bien trop grand. L'homme révèle qu'il faisait autrefois partie d'une équipe de nettoyage de failles. Cependant, il a suffi de la mort d'un membre clé pour plonger toute l'équipe dans le chaos, et elle a finalement été dissoute. Même si d'autres académies exigent également que les étudiants nettoient les failles, dont est juste construit différemment, alors il lui conseille de bien réfléchir. Le directeur rassure Joe en lui disant que d'autres académies sont toujours ouvertes pour qu'il puisse y entrer et qu'il ne devrait pas risquer sa vie. Cependant, il a déjà pris sa décision et dit qu'il rejoindra donc. Le grand homme sourit comme s'il connaissait déjà la réponse et commente qu'il atteindra certainement de nouveaux sommets. Shen passe son bras autour de lui et dit qu'ils deviendront plus forts ensemble, donc la faille sera un jeu d'enfant pour eux tous. La blonde remarque alors que la date limite n'est que dans 10 jours, alors que normalement, elle dure environ 6 mois, ce qui fait transpirer notre héros. Notre héros leur dit qu'il doit se préparer et qu'il ne peut pas entraîner la déléguée de classe, mais la bande le rassure en lui disant qu'ils s'en sortiront. De retour dans son appartement, il commence à faire une liste de tout. À ce moment-là, le livre démoniaque apparaît et fait flotter le cristal devant lui. Étendant un bras, il touche le cristal et absorbe quelque chose de lui. Le cristal noir tombe au sol et se brise, ce qui manque de provoquer une crise cardiaque à notre héros. Chou a le cœur brisé et se plaint qu'il voulait échanger le cristal contre de l'argent. Goldfinger lui dit de laisser tomber puisque c'est inutile maintenant et lui demande plutôt comment s'est passée la visite de l'école.
Il révèle qu'il a été accepté à l'Académie de l'Aube, un endroit parfait pour gagner de l'argent et devenir plus fort. Le seul problème est qu'il devra attaquer des failles. Le livre démoniaque lui dit que les failles ne sont pas à craindre puisque l'énergie stellaire en provient. Notre héros change ensuite de sujet et demande s'il y a une récompense puisque l'un de ses vœux a déjà été exaucé. Goldfinger se fâche un peu qu'il soit traité comme un puits à souhait, mais accepte d'aider puisque les failles sont liées à ses propres vœux. Il dit à Joe de l'endurer et libère de l'énergie sombre vers lui. Notre héros absorbe l'aura sombre, et le système l'informe qu'il a débloqué la capacité de création divine. Le pouvoir remodèle tout son corps alors qu'il endure la douleur et atteint le niveau 6. Une fois le processus terminé, notre garçon demande ce qui vient de se passer. Le système explique qu'il a maintenant le pouvoir de créer n'importe quoi en utilisant son énergie. Goldfinger révèle que la capacité appartenait autrefois à son vieil ami, Sato, et qu'elle peut littéralement créer n'importe quoi. Les récompenses d'avant ne sont rien comparées à celles-ci. Il se demande si ce n'est qu'une façon fantaisiste de monter de niveau, mais Goldfinger le réprimande en disant que les niveaux ne sont pas tout. Le démon explique que les niveaux n'affectent que le physique de base. Le premier éveil au rang des détermine vraiment l'avenir d'une personne, c'est pourquoi il a donné à Joe cette compétence pour éviter d'éveiller quelque chose de complètement inutile. À ce moment-là, il se rend compte que Chin a également eu un éveil de type capacité et que les compétences de combat normales sont insignifiantes en comparaison. Il réalise alors pleinement qu'entrer dans une faille demande plus que de la force brute. Goldfinger lui dit que la puissance de la compétence dépend entièrement de l'état d'esprit de l'utilisateur et l'exhorte à la tester déjà. Chu note qu'après le remodelage, il ne peut plus sentir l'énergie stellaire être absorbée. Même le panneau du système ressemble maintenant à une interface de jeu vidéo. En regardant ses statistiques, il se demande s'il y a une fonction de tir, mais à sa grande déception, elle est verrouillée. Un tas d'autres fonctions sont également verrouillées jusqu'à ce qu'il monte de niveau. Il vérifie ensuite l'écran de passage au niveau supérieur, qui lui donne plusieurs missions secondaires, mais il n'a pas assez de points d'âme pour commencer. Goldfinger demande ce qui lui prend autant de temps, et Joe explique qu'il devra entrer dans la faille pour monter de niveau, mais il n'est pas encore assez fort. Le livre démoniaque commence à se plaindre que notre héros s'avère être assez inutile. À ce moment-là, un nouveau panneau de système apparaît devant Joe, annonçant qu'un autre vœu vient d'être exaucé. Son corps commence à briller alors qu'il reçoit une nouvelle récompense, l'armure de mage. L'équipement est de qualité unique et peut invoquer une armure autour de son corps pour bloquer les attaques. Il est ravi car cela renforce non seulement sa défense, mais augmente également sa force. Goldfinger fond un peu en larmes, disant qu'il a utilisé toute la puissance qu'il avait stockée, mais dit à Joe de faire de son mieux à partir de maintenant. Le lendemain, le directeur lui demande pourquoi il part si tôt. Joe explique que même si ce n'est qu'un voyage d'une journée, il veut arriver en avance. Il tend ensuite une note au directeur, lui demandant de la donner à sa sœur à l'hôpital et de veiller sur elle. L'homme dit que notre héros devrait le faire lui-même, mais il explique que la situation est compliquée, et qu'il ne peut pas la rencontrer pour le moment. Sans insister, le directeur écarte le sujet et accepte de le faire pendant que tout le monde souhaite bonne chance à Joe dans son voyage. Sur ce, il leur fait signe au revoir et part pour sa destination. À l'aéroport, la réceptionniste demande pourquoi il veut un visa et un billet d'avion pour la zone de niveau moyen de la ville. Notre garçon répond qu'il a été admis, ce qu'elle trouve étrange car c'est encore les vacances d'été. Elle demande une preuve, et il lui tend la carte de l'Académie de l'Aube. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle réalise ce que c'est, pensant qu'elle n'en a jamais vu de sa carrière. Elle le regarde alors avec incrédulité alors qu'il a l'air confus. Il lui demande si elle a aussi besoin de la lettre d'admission, mais elle s'excuse rapidement et dit que la carte est plus que suffisante. Il est surpris de ne même pas avoir besoin de billets, et elle explique que quelqu'un de son statut n'en a besoin que pour le vol retour. Quelque temps plus tard, Joe se prélasse dans son siège en première classe, se demandant si c'est aussi l'un des privilèges de Don. Regardant par la fenêtre, il espère que l'Académie Don sera à la hauteur de ses attentes et profite du reste du vol. En arrivant à l'Académie Dawnbreaker, notre garçon se sent bizarre car l'environnement est calme. Il se dirige vers la réception pour s'inscrire. Et lorsque la réceptionniste découvre qu'il s'agit de Joe Shen, il propose avec plaisir de l'emmener lui-même à l'école car quelqu'un l'attendait. Il est choqué car il ne s'attendait pas à être assez important pour qu'on l'attende. Le réceptionniste le conduit à un monument de pierre, lui demandant de placer sa carte dessus. Malgré la confusion, Joe fait ce qu'on lui demande. La prochaine chose qu'il sait, c'est qu'ils sont téléportés directement sur le terrain de l'académie. L'expérience le laisse sans voix. Peu après, le réceptionniste l'amène à la personne qui l'attend, une belle fille aux longs cheveux blancs, Linen. Elle se demande si notre gars se souvient d'elle. Il admet que oui et qu'il espère avoir l'occasion de la remercier. À sa grande surprise, il s'avère qu'elle est son aînée. Une fois que le réceptionniste prend congé, Joe se demande pourquoi l'un semble si désireuse de le rencontrer. Avant qu'il ne puisse s'approcher, Kui Ming Chung s'avance devant lui bloquant le passage. L'un en fronce les sourcils et dit sèchement à Kui d'être respectueux envers leur invité. L'un en l'invite à une conversation, mais Joe demande à ce qu'elle soit courte. Alors elle lui a proposé de rejoindre sa guilde, et le prix qu'elle a offert est de 30 millions. En entendant le prix, Joe est époustouflé.
Même Kui Minsheng se demande si Lan a perdu la tête et commence à cracher des bêtises pour notre gars. En colère, Lan regarde dans sa direction et s'interroge depuis quand il a été désigné pour prendre des décisions. En sueur, alors qu'il cherche à s'expliquer, il ne peut s'empêcher de penser pourquoi elle le défend même. Ensuite, Lan se retourne vers lui, l'informant que c'est le maximum qu'elle puisse offrir. Mais Joe est tiraillé entre l'offre et les compétences qu'il a à offrir, juste un simple rang E. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une annonce retentit, exhortant tous les nouveaux étudiants à se rassembler dans la salle de réunion. Linan lui dit d'y réfléchir, considérant à quel point cette offre pourrait être accablante pour lui. Il lui fait savoir qu'il prendra son offre en considération, et elle le conduit à la salle de réunion. Dans la salle de réunion, un garçon aux boucles dorées, se considérant comme supérieur, s'assoit avec notre garçon pour se démarquer par rapport à lui. Les intentions du garçon envers Lan ne sont pas pures. Il vise à la contrôler, prévoyant de l'épouser pour renforcer l'influence de sa famille. L'orientation commence. L'instructeur, Zhang Hui, se présente et les félicite d'être entrés à Dawnbreaker. Il les appelle tous des génies, mais leur rappelle rapidement que pour l'instant, ce sont des étudiants de première année. Il les avertit qu'ils seront bientôt confrontés à quelque chose de complètement nouveau, la fissure. Une fissure est comme une chasse. Les oracles sont les chasseurs, mais le destin décide quand ils peuvent être des proies. Les armes humaines ne servent à rien là-bas. Seule une force de base immense et des armes fabriquées à partir de matériaux de fissure sont fructueuses. L'Académie Dawnbreaker rassemble les oracles de haut niveau, créant une solide ligne de défense contre les fissures. Zhang Hui les dirige vers la bibliothèque pour plus d'informations et vers la salle d'entraînement pour des simulations de combat. Ils peuvent organiser leurs propres horaires, mais ils précisent, s'adapter et devenir plus fort ou devenir inutile ici. Ne voyant aucune peur dans leurs yeux, ils déclarent le succès de la première évaluation. En récompense, chaque étudiant reçoit une pierre de compétence, un cristal qui leur permet d'absorber une capacité de combat. Celui-ci contient Wisai, une compétence qui permet la détection automatique et la lecture du script Fisher. L'instructeur informe ensuite de deux autres évaluations. La première étant un test d'entrée qui les oblige à éliminer un Fisher de rang bas. La seconde étant, ils doivent atteindre le rang D et éveiller leur potentiel dans un délai de 6 mois. Certains étudiants paniquent, tandis que d'autres se détendent en connaissant la solution pour atteindre le rang D. Sentant leur malaise, Zhang Hui les rassure en leur disant que des suppléments aideront à accélérer le processus. Ensuite, il appelle les aînés, et le silence se fait dans la salle alors que l'un en s'avance avec sa beauté et son aura indéniable. L'instructeur dit aux étudiants que leurs aînés les aideront dans leur évaluation de première année. L'instructeur continue, guidant les étudiants à choisir leur mentor. Les étudiants sont stupéfaits, incapables de croire que l'un est devant eux, l'héritière de la guilde Shenhua. Une étudiante se lève, plaidant pour être choisie, affirmant quelle est la raison pour laquelle il a rejoint l'académie. L'un, cependant, le rejette, expliquant qu'elle n'accepte que ceux de type magie alors que l'étudiant est spécialisé dans la force. Un autre gars, par dévotion, choisit d'apprendre le type magie juste pour elle malgré sa maîtrise de la force, mais elle le rejette également. Un par un, elle continue de rejeter les étudiants, ayant des normes élevées. La patience de l'instructeur commence à s'amenuiser. Il l'exhorte à choisir au moins un étudiant de première année, l'avertissant que si elle ne le fait pas, elle se verra attribuer celui qui reste à la fin par défaut. Parmi les étudiants, le garçon aux boucles dorées regarde avec confiance, certain qu'il sera choisi, soit par le choix de l'un, soit par les circonstances, une situation gagnant-gagnant pour lui. Ensuite, Zhu Shen se lève et demande à être pris comme mentor. Le silence se fait dans la salle. Personne ne s'attend à ce qu'elle accepte. Mais quand elle dit oui, toute la salle est stupéfaite. Plus tard dans la salle de mission, Zhu remet en question sa décision, se demandant pourquoi elle l'a choisi et a offert un prix aussi élevé pour quelqu'un d'aussi inexpérimenté que lui. L'un lui dit simplement qu'elle a des raisons personnelles, qu'elle révélera après le test. Elle présente ensuite l'équipe organisée pour sa prochaine évaluation. Sohan, la superviseure, n'interviendra que si une vie est en danger, et toute interférence de sa part entraînera un échec. Liu Wei, la guérisseuse, fournit un soutien à la récupération, tandis que Zhaolin gère les attaques à longue portée. Li Rui, le chef d'équipe, commande la formation et prend les décisions tactiques. Li Rui voit notre héros les mains vidées se demande s'il a éveillé une sorte de talent spécial, ce qu'il nie. En entendant cela, il est secoué de se demander comment l'académie l'a même laissé entrer comme ça. Comme il ne sert à rien de se plaindre maintenant, il décide de rester vigilant de son côté. Liu Wei conseille à Zhu de rester prêt pour sa protection, mais il insiste sur le fait qu'il a de l'expérience au combat, la laissant légèrement exaspérée par sa confiance. Ensuite, l'équipe de Li Rui est envoyée dans une fissure dans la salle 1, et la fissure peut être ouverte par un fragment d'arbre du monde. Dès que la fissure s'ouvre, notre garçon ressent une aura dense, espérant qu'il trouvera la clé pour passer au niveau supérieur. Il se retrouve dans une grotte et, presque immédiatement, une meute de loups démons des ombres détecte leur présence grâce à un odorat aiguisé. Le roi et Zhaolin les chargent, faisant de leur mieux pour les abattre. Le guérisseur, Liu Wei, court pour les soigner, ignorant qu'une bête est derrière elle.